Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, en compagnie aujourd'hui de Claude Poher. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos auditeurs. Eh bien, ma trajectoire, c'est celle d'un ingénieur. J'ai travaillé pratiquement toute ma carrière dans la recherche spatiale. Mais avant que la recherche spatiale n'existe, j'ai travaillé dans l'aéronautique. Et je suis venu à la recherche spatiale dès qu'elle a été créée en France. Avant même que le CNES existe, c'était au Centre national d'études spatiales, dans un laboratoire de recherche scientifique qui commençait à étudier la haute atmosphère et puis les astres. J'ai un diplôme d'ingénieur et également un doctorat en astronomie, puisque la plupart des ingénieurs de la recherche spatiale ont cette double formation, à la fois scientifique et d'ingénierie, pour mener à bien les programmes qui nous sont confiés. Et j'ai travaillé pendant 33 ans au CNES dans divers programmes, beaucoup en coopération internationale, beaucoup dans le domaine de la recherche avancée technique, de façon à créer les outils qui permettent à la recherche spatiale de progresser. Et puis j'ai pris ma retraite en 1996, à 60 ans, comme tous les ingénieurs du CNES, et depuis je travaille beaucoup sur la question qui me préoccupe, c'est-à-dire l'étude théorique des phénomènes qui entourent les histoires que raconte la population à propos des observations d'OVNI, en essayant, c'est un travail que j'ai mené depuis très longtemps, en essayant de comprendre ce qui se passe. Au CNES, j'ai commencé à informer le CNES de l'existence de ce problème dans les années 70, j'ai commencé en 68-69, lorsque je m'occupais d'astronomie spatiale et où j'avais rencontré le docteur Hynek aux États-Unis. Il m'avait à ce moment-là informé de ce qu'il y avait comme témoignage aux États-Unis, puisque lui-même était le conseiller de l'US Air Force pour la partie astronomique des observations. Oui, ça c'était en 1969, votre rencontre. À peu près 68, 69. Je n'ai pas un souvenir détaillé, mais on pourrait retrouver ça. C'est à cette époque-là à peu près, quoi. Puisque nous avions, nous, un programme en coopération avec la NASA sur le Skylab. Donc c'est à l'époque de Skylab. Et le service d'astronomie que dirigeait Hynek avait aussi des expériences dans le Skylab. C'est à cette occasion-là que nous nous sommes rencontrés. Et de mon côté, en rentrant en France, j'ai commencé à me documenter et j'ai découvert effectivement une importante documentation qui existait depuis pas mal d'années. J'ai réussi à me procurer les dossiers qui avaient été collectés par l'armée de l'air et la gendarmerie au travers des témoignages soit du personnel de ces armes, soit de la population. Et j'ai fait des études statistiques. Ça a pris un certain temps. Et ces études statistiques m'avaient montré à l'époque que les témoignages étaient cohérents avec les phénomènes physiques que l'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, les observations sont d'autant plus nombreuses que le ciel est plus transparent, enfin, qu'il y a une distance de visibilité suffisante pour voir ce phénomène. Et donc, j'avais bâti un certain nombre de modèles physiques que j'ai testés d'une manière statistique. Et comme je les ai trouvés cohérents, je me suis ouvert de ces questions à mon entourage, au CNES, à la hiérarchie, etc., qui a été extrêmement positive. Et un peu plus tard, lorsque ça a été possible, le CNES a créé le GEPAN, qui était un petit groupe destiné à l'étude de ces phénomènes, et il m'a nommé créateur, enfin patron du GEPAN, et j'ai mis en place l'essentiel de cette activité en 1977. On a commencé le 1er mai 1977. Oui, alors je pense groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, c'est ça. C'est un choix qui est pas très heureux. J'avais proposé d'autres noms, mais enfin c'est quand même la hiérarchie qui a choisi. Il y a eu plusieurs noms à ce service. Il existe toujours d'ailleurs, sous diverses formes. Il a existé. On lui a confié diverses missions supplémentaires, mais néanmoins il existe toujours et il continue à collecter l'information de base qui est le témoignage humain, bien sûr. Oui, enfin sous le nom de CEPRA actuellement, avec Jean-Jacques Velasco en charge, il est fortement remis en question, dit-on.
C'est pas le service qui est remis en question, c'est la façon de travailler, puisque on s'est rendu compte probablement au CNES que la méthode qui était en place n'était pas convenable. C'est-à-dire qu'un homme seul ne peut pas faire grand-chose, surtout si on le charge de faire autre chose ou en plus. Et par conséquent, l'idée de donner à cet individu, lui ou un autre, ça n'a pas d'importance, puisque c'est quand même un service qui dure plus longtemps que la carrière d'un individu dans ce domaine. C'est sain d'ailleurs d'avoir plusieurs personnes parce que ça donne des points de vue différents. Et ce service, pour bien fonctionner, il a besoin d'être piloté, c'est-à-dire d'avoir un programme, d'avoir des moyens, d'avoir la possibilité de faire des choses. Or, je pense que travailler seul, c'est pas évident. Moi, j'avais eu la chance de commencer seul et puis ensuite d'avoir beaucoup de gens, mais c'était pas des ingénieurs affectés en permanence ou des chercheurs affectés en permanence. C'était des volontaires qui prenaient sur leur temps de loisir. Le CNES avait admis le principe que les gens pouvaient travailler pour le GEPAN, mais à condition que ça n'affecte pas leur activité normale. Donc, en fait, j'avais quelque chose comme 10% de leur activité, voyez-vous. Quelques-uns faisaient un peu plus en prenant sur leur loisir, mais enfin, c'était assez limité. Néanmoins, j'avais beaucoup de personnes. J'avais jusqu'à 60 personnes. Par conséquent, 10% de 60 personnes, c'est équivalent à peu près à 6 ou 7 personnes à plein temps. À peu près, je dis bien, parce que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir des personnes en pointillé et de les avoir toujours sous la main, si vous voulez. Néanmoins, lorsqu'il s'agissait de faire une enquête sur des cas intéressants, j'avais la possibilité de bloquer 4 ou 5 personnes pendant plusieurs jours, de les emmener là où c'était nécessaire pour interroger les témoins sur place. Et ça, c'était précieux. Alors, je pense même pas que ça a été poursuivi. C'est-à-dire que les enquêtes qui ont été faites après que je sois parti ont été faites par 1 ou 2 personnes seulement. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'une bonne enquête, c'est difficile. Ça prend du temps. Il faut réfléchir, il faut avoir la possibilité de faire à plusieurs des reconstitutions. Et je pense que c'est un domaine actuellement qui n'est pas poursuivi par manque de moyens. Et donc l'idée, je crois, du CNES, c'était de donner à ce CEPRA, qui s'appellera je ne sais pas comment ensuite, des moyens de poursuivre son activité correctement. Alors, faisons un rapide retour en arrière. Les confidences de Hynek vous troublent beaucoup. Et, entre autres, il y a cet exemple du champ de soja qui avait été investigué par Hynek lui-même en 1969 et qui a été publié en 1972. On évoquera dans le cours de l'émission, vers la fin de l'émission, en deuxième partie, quelques cas plutôt bien documentés, mais histoire de nous mettre en appétit, pourriez-vous nous dire quelques mots de ce champ de soja? Vous voulez parler des effets sur la végétation? Effectivement, mais ça c'était pas nouveau. Je dirais que Hynek m'a renseigné sur un certain nombre d'effets qui sont des effets physiques qui apparaissent aux témoins au cours de leur observation ou après, comme des traces sur la végétation, comme des pannes de voiture, par exemple. À l'époque, Hynek m'avait montré un certain nombre de ces cas-là, sans insister beaucoup. Et c'est ensuite, à travers toutes les discussions que nous avons eues, et puis surtout les cas recueillis en France, que je me suis rendu compte qu'on avait ça dans nos papiers aussi. C'est-à-dire des traces laissées par la présence de l'OVNI sur la végétation sans qu'il y ait atterrissage, par exemple. Vous voyez, le survol de la végétation laisse des traces quelquefois sur la végétation qui est possible d'observer après. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits et les gens ont essayé de comprendre ce qui se passe. Et je comprends maintenant pourquoi à l'époque on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. On a subodoré à un moment que les plantes avaient été comme chauffées dans un four à micro-ondes, puisque l'intérieur était modifié, mais pas l'extérieur, pas d'une manière apparente, si vous voulez. Mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est plus subtil que ça. Et ce n'est que récemment, lorsque j'ai analysé en détail ce qui se passe sur le plan électrique, grâce d'ailleurs à des travaux qui ont été faits par Patrick Marquet, on a enfin compris ce qui se passe. Et je crois quand même que tous ces effets secondaires,
que ce soit les effets sur la végétation, les pannes de voiture, les paralysies de témoins par exemple, tous les effets physiques ont une énorme importance parce que ils sont hors de nos habitudes. On voit jamais ça d'habitude. Par conséquent, la description qu'on donne des témoins est très précieuse pour essayer de comprendre l'effet physique dont il s'agit. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, ce que je n'aurais pas pu vous dire à la précédente émission, c'est qu'il s'avère que l'ensemble de ces effets a une cause commune. Manifestement, c'est une cause unique qui est la même cause que la propulsion. C'est-à-dire que si on comprend la propulsion, on a compris ces effets-là. Il y a une très très grande cohérence dans les moindres détails, ce qui n'était pas connu il y a quelques mois, vous voyez. Et il se trouve que c'est le même effet, qui est un effet électrique qui apparaît à cause du flux propulsif, qui crée ces différents effets-là. Alors, on peut penser que, par exemple, le survol de la végétation, un son de soja, des branches d'arbres, etc., est directement l'effet de la propulsion, mais dans le cas, par exemple, d'une paralysie, je pense à Maurice Mas, c'est un effet volontaire. Mais l'arme paralysante utilisée par les occupants n'apparaît pas utiliser une physique différente de celle de la propulsion. Bien entendu, tout ça, ce sont des hypothèses basées sur une analyse scientifique détaillée, mais ce ne sont pas des certitudes. Hein. C'est bien clair que pour en avoir la certitude, il faudrait pouvoir réaliser les flux d'univers son en question, c'est-à-dire le flux nécessaire à la propulsion. Bon, tant qu'on n'aura pas fait effectivement ça, on ne saura pas l'expérimenter, et ce ne sera qu'après avoir expérimenté effectivement qu'on pourra en avoir la confirmation. Néanmoins, la cohérence théorique est extrêmement grande, et ça, c'est vraiment très nouveau. Et je crois qu'il faut y attacher une très grande importance. Bien, avant de rentrer dans le détail de votre approche sur la théorie des universons, Claude Poher, pour nous, vous représentez l'officialité, en somme. Votre qualification vous a amené à fonder, à diriger le centre, trop méconnu d'ailleurs, des Français de recherche sur les ovnis. Par exemple, une rencontre avec un commerçant de quartier il y a 2 jours de cela l'amène à me dire je sais que vous faites des émissions sur les ovnis, mais au fait, vous y croyez, vous, aux ovnis? C'est évident maintenant que les populations sont très mal informées et qu'il y a par contre une énorme désinformation dans l'ensemble des médias. C'est ce qui nous montre l'état de la population actuellement, qui ne débat de rien et qui s'en tient à une émission humoristique de télévision, dernière en date, par exemple. La documentation ne circule pas du tout et vos travaux, par exemple, ne sont ouverts qu'à ceux possédant Internet ou ayant acheté votre livre aux éditions du Rocher il y a de ça 1 an et demi maintenant. Ça ne m'étonne pas, si vous voulez. On s'aperçoit de 2 choses. Premièrement, le sujet est manifestement complètement tabou pour les scientifiques du monde officiel de la recherche scientifique. Pour plusieurs raisons. Parce que il y a tout et n'importe quoi qui a été dit à ce propos-là, et donc ça a desservi ce sujet. Et puis d'autre part, parce qu'il n'y a pas de publication scientifique classique sur ce sujet. Il est impossible de publier de manière classique. Si je regarde ce qui s'est passé au GEPAN, moi j'avais demandé à ce que nous puissions publier nos travaux sur simplement des enquêtes. Il ne s'agissait pas de faire de la science à cette époque-là, mais au moins expliquer les faits tels que nous les avions découverts auprès des témoins. Eh bien, ça nous a été refusé. Le conseil scientifique composé de personnages intérieurs au CNES et extérieurs a considéré qu'il ne fallait pas publier ça pour diverses raisons. Je pense qu'ils avaient un peu peur pour leur propre personne et ils ne voulaient pas. Par contre, ils ont recommandé chaudement à chaque fois qu'ils se sont rencontrés au CNES de poursuivre et de financer correctement ces travaux. Donc ils les ont approuvés. Jamais ils nous ont dit ça c'est pas bien, ça il faudrait le faire autrement, pas du tout. Ce qu'ils nous ont toujours dit, c'est vous travaillez très bien, il faut continuer, et ils ont dit au CNES continuez à financer. Donc il y a une anomalie entre ces deux
façons, ces deux comportements. Mais c'est une anomalie qu'on ne retrouve pas que dans les ovnis, on retrouve dans d'autres sujets qui sont controversés, pour lesquels je ne suis pas du tout un spécialiste. Je ne veux pas juger si ces sujets sont intéressants ou pas. Ce que je constate, c'est que cette attitude des scientifiques est toujours la même. Et ils ne se réfèrent qu'aux publications qui sont faites dans un certain nombre de journaux scientifiques spécialisés dans leur domaine, où il y a ce qu'on appelle un comité de lecture, c'est-à-dire en fait 2 ou 3 personnes qui lisent leur article, qui l'approuvent, qui le refusent, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, ces publications scientifiques sont complètement surchargées. On estime en 2005, par exemple, qu'il y a 50 000 journaux scientifiques sur la planète, dans toutes les langues et dans tous les sujets, bien entendu. Ce qui fait plusieurs millions d'articles scientifiques. Or, il y a environ 70% des propositions d'articles scientifiques classiques, je ne parle pas du tout des ovnis, des tables tournantes, etc., je parle uniquement des programmes scientifiques approuvés, classiques, qui ne posent pas de problème. Or, 70% des propositions de publication sont refusées. Et ça vient d'un fait qui est que le jugement porté sur les chercheurs est un jugement à travers les citations. C'est-à-dire que pour être considéré et ne pas avoir de difficulté à trouver un financement pour les recherches de l'année prochaine, eh bien, les comités scientifiques regardent le nombre de fois que tel ou tel individu a été cité dans des articles scientifiques. Non pas seulement ses publications à lui, mais le nombre de fois qu'on a cité ces publications. Donc la célébrité des publications est mesurée à la citation. Ça veut dire que c'est un peu comme le système pour la télévision qui fait que plus il y a d'auditeurs et plus vous avez de facilité pour obtenir des crédits à travers les publicitaires. Mais ça n'augure pas du tout de la qualité des émissions dans le domaine de la télévision ou de la radio. Et c'est la même chose pour les publications. Ce qui marche le mieux, c'est les publications qui sont les plus à la mode, celles qui sont le plus citées, celles où il y a le plus de chercheurs, etc. C'est la seule façon d'être cité. Donc ça, c'est un biais considérable. Le deuxième problème, c'est que les domaines dans lesquels on pourrait publier ça sont difficiles à trouver. Ce n'est ni dans la physique classique, ni dans la chimie, ni dans un certain nombre de sciences qui ont un grand nombre de journaux qui sont édités. Il faudrait créer un journal spécialisé. Or, le coût de ces publications est absolument énorme, à tel point qu'un individu privé ne peut même pas s'abonner à ces revues. Elles sont beaucoup trop coûteuses. Ça n'a strictement rien à voir avec le coût d'abonnement des magazines, par exemple, parce que le nombre d'exemplaires qui sortent de l'imprimerie est très faible. À tel point que maintenant, quelqu'un qui veut publier dans un ouvrage scientifique est obligé de payer au nombre de pages, de payer pour que son article soit publié, parce que l'abonnement de ces publications n'est pas rentable. Et donc, ça devient très difficile. Alors, la deuxième difficulté qu'on a dans le domaine de la recherche sur les ovnis, c'est que si on veut faire une recherche sérieuse, c'est ce que j'essaie de faire, on peut faire un livre, par exemple. Mais on s'aperçoit qu'un livre, pour qu'il puisse être rentable, qu'il puisse être publié par un éditeur, il faut que le nombre de lecteurs soit suffisant. À ce moment-là, ça veut dire que vous êtes obligé de limiter la complexité de l'ouvrage en question pour pouvoir rentabiliser le livre. Alors moi, j'ai essayé de faire ça en publiant en 2003 un livre qui est à la fois scientifique et surtout très explicatif, très orienté vers le public général. Là, je l'ai dédié aux témoins. Et par conséquent, là, j'ai réussi à le publier. Mais on s'aperçoit que pour un ouvrage scientifique, c'est insuffisant. Il faut faire beaucoup plus d'équations que ça. Et là, ça devient impubliable. La vulgarisation, c'est pas quelque chose qui permet de faire de la recherche scientifique, si vous voulez. Ça permet de faire des publications, mais c'est pas comme ça qu'on va convaincre la communauté scientifique. Alors, fort heureusement, depuis quelques années, il y a une révolution. Cette révolution, c'est l'Internet. L'Internet est en train de changer de manière considérable les relations entre les chercheurs et les relations entre les chercheurs et le public. Parce que,
pour la première fois, on peut s'exprimer, on peut ouvrir ces dossiers à disposition de tout le monde. C'est limité à ceux qui ont l'Internet, bien évidemment, mais il y a un avantage, c'est que ça reste disponible. C'est-à-dire que dans 10 ans, un site Internet, s'il n'a pas été annulé entre-temps, il sera toujours disponible pour la lecture. Et c'est en cela que ça a changé les choses. À tel point que les scientifiques qui n'arrivent pas à publier dans les revues classiques de physique, par exemple, ou d'astronomie, ont créé des sites Internet sur lesquels ils mettent leurs articles scientifiques qui sont à la disposition de tous, n'importe qui peut aller les voir. C'est un site qui s'appelle Arxiv, A-R-X-I-V, et sur ce site-là, on voit toutes les publications scientifiques dans tous les domaines qui sont disponibles. Il y a des millions de publications scientifiques, avec encore une limitation par une espèce de comité de lecture qui n'en est pas vraiment un, mais néanmoins, ça ouvre la possibilité aux scientifiques qui n'arrivent pas à se faire publier de s'ouvrir sur le monde, si vous voulez. Alors, moi, j'essaie de faire quelque chose de plus à travers mon site Internet. J'essaie aussi, quand même, d'expliquer au maximum les choses et de les vulgariser, de les présenter pour le grand public, tout en essayant de faire aussi pour les physiciens. Ça oblige à un peu séparer les textes qui sont destinés aux uns et aux autres. Mais là encore, ce sont des documents qui restent et qui peuvent être regardés, re-regardés à nouveau. Et ça, c'est extrêmement précieux, si vous voulez. Mais c'est très récent, tout ça. Hein. Moi, mon site, il est créé depuis moins d'un an. Hein. Je l'ai créé en juillet l'année dernière. J'ai 10 300 visiteurs pour l'instant. Des gens qui viennent de tous les horizons. Il y a 37 pays, si vous voulez, qui sont représentés. Bon, c'est vrai que pour se faire connaître dans ce domaine-là, c'est pas évident. Néanmoins, il y a une possibilité automatique. C'est-à-dire que les gens qui recherchent une information par les moteurs de recherche, Google et autres, ils trouvent très facilement. Et par conséquent, le nombre de consultations de gens d'extérieur s'accroît tout doucement. Alors, parmi ces gens-là, il y a des amateurs qui sont intéressés pour voir s'il y a du nouveau, qui sont un peu intéressés par le scoop, si vous voulez. Mais il y a quand même des physiciens. Moi, je reçois de temps en temps des questionnements, des questions me sont posées par des physiciens qui veulent avoir telle ou telle précision, parce que dans la masse de documents d'un site, ils ont eu du mal à le trouver. Néanmoins, ça montre qu'il y a quand même un intérêt, si vous voulez. Le site internet dont vous parlez, c'est www.universon.com, très simple à retenir, Universon au pluriel, donc www.universon.com. Et je précise qu'il est bilingue. Un mot sur l'esprit scientifique. Vous citez ce scientifique américain Thomas Kuhn. Enfin, c'est l'auteur de La structure des révolutions scientifiques. Il pense que le système d'enseignement académique forme des conformistes. C'est déjà un autre obstacle. C'est vrai, et c'est un problème, ça, sérieusement. Alors, avant que l'information circule et atteigne l'homme de la rue que j'évoquais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais je pense que ça, c'est pas très grave, si vous voulez. Et ce qui est plus grave, à mon avis, c'est qu'il me semble que nous avons, sur la base de tous les travaux d'analyse de témoignages et d'études scientifiques qui ont été faites sur ce qui a été observé, nous avons maintenant un dossier qui a dépassé le côté anecdotique. L'anecdote de l'observation, c'est très drôle, mais la physique qui est derrière est beaucoup plus extraordinaire, si vous voulez. On s'aperçoit que les applications potentielles qui sont probablement à notre portée, en tout cas à la portée des générations de maintenant, pas dans 1000 ans, ces applications-là sont cruciales pour l'humanité. Il s'agit d'applications concernant l'énergie, concernant les transports, concernant la façon de travailler, etc., qui modifieraient profondément la société à beaucoup de points de vue et qui changeraient la donne en ce qui concerne, par exemple, l'énergie, la pollution, enfin des choses qui sont importantes, pour lesquelles l'humanité n'a pas forcément de bonnes solutions dans son avenir. Or, ce que je vois, c'est que à l'heure actuelle, le nombre de personnes qui font vraiment de la physique et qui essayent de comprendre ce qui se passe là-dedans est vraiment très faible, quoi. Alors, c'est ça qui me paraît plus grave. Et c'est plus ces gens-là que je crois qu'il faut toucher dans un premier temps. Peut-être qu'au fond, à travers des émissions comme la vôtre,
qui touchent le grand public, on a aussi un moyen de sensibiliser ces personnes. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est à la fois de montrer au public, à travers vous, par exemple, et aussi à travers ce site, de montrer au public qu'on essaye de faire les choses sérieusement, et puis, petit à petit, d'intéresser des chercheurs qui seraient capables de faire avancer tel ou tel domaine. Par exemple, moi, je cherche éperdument, depuis quelque temps, un spécialiste de la physique quantique qui accepte de travailler là-dessus. Eh bien, on s'aperçoit qu'en France, on n'en forme pas beaucoup. Donc, c'est pas évident de trouver des spécialistes capables d'étudier ces questions. Une autre difficulté, c'est que, vous avez dû probablement le remarquer sur le site, c'est qu'il y a un aspect pluridisciplinaire. Il faut connaître beaucoup de domaines pour pouvoir attaquer ce problème, parce qu'on s'aperçoit que les effets décrits par les témoins englobent plusieurs domaines de recherche. Or, la façon dont l'enseignement est fait et la façon dont les scientifiques sont jugés fait qu'il y a une hyper-spécialisation de plus en plus grande. Si bien qu'on a beaucoup de mal à trouver des chercheurs qui aient un profil qui convienne à ce genre d'activité de recherche. Et c'est une des difficultés. Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, en compagnie aujourd'hui de Claude Poher, et son site universon.com, universon au pluriel, universon.com. Claude Poher est donc fondateur du GEPAN, c'est une personne hautement qualifiée pour nous parler d'OVNI, et j'imagine, Claude Poher, que vous avez cherché longtemps, sans le trouver, comme beaucoup, le graviton, les ondes gravitationnelles. Au départ, on ne savait pas trop dans quelle direction aller avec cette affaire d'OVNI. Par contre, ce qui est apparu assez rapidement lorsque j'ai fait les premières enquêtes et lorsque j'ai invité mes collègues du GEPAN à faire ces enquêtes, c'est qu'on était en face de machines, apparemment, qui avaient des performances qui ne collaient pas avec la physique qu'on connaissait et qu'on connaît toujours d'ailleurs. Par exemple, des gens nous racontaient que l'objet avait disparu comme un petit point dans le ciel, alors qu'il était à quelques dizaines de mètres d'eux auparavant, en quelque chose comme 4 ou 5 secondes. Alors ça, quand on fait quelques calculs de vitesse d'accélération, il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec ce que l'on sait. Par exemple, on trouve une accélération de 100 fois, ou même 600 fois, j'ai vu, l'accélération de la pesanteur. Or, moi j'ai eu une formation de pilote aéronautique, je sais ce que c'est qu'un G. Lorsque vous avez une accélération de plusieurs G à l'intérieur d'un avion, ben vous êtes collé à votre siège, vous avez les yeux sur l'estomac, c'est vraiment épouvantable, quoi. Et vous pouvez perdre connaissance avec un petit nombre de G. Or là, on est à des centaines de G. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer du matériel spatial automatique dans lequel il n'y avait pas d'individu embarqué à des accélérations de 100 G, eh bien, il n'y a pratiquement rien qui tient. Tout est cassé. Par conséquent, là, on était en face d'histoires qui se répétaient. C'était pas une histoire, c'était plusieurs histoires. Et puis les gens ne nous parlaient pas de G. Eux, ils nous disaient que le truc était parti par là et puis qu'il avait mis quelques secondes. En faisant reconstituer les durées chronomètre en main, on s'aperçoit que c'est quelques secondes. Quelques secondes pour avoir un engin de, par exemple, 10 ou 15 mètres de diamètre à quelques dizaines de mètres de témoins, et puis ensuite un petit point dans le ciel qui disparaît parmi les étoiles. Et là, on peut faire des calculs d'accélération. Ça colle très bien, d'ailleurs, avec la physique de l'optique, etc. Sauf que les centaines de G qu'on trouve ne collent pas. Et donc, parmi les études que très rapidement on était amené à faire, on a regardé l'hypothèse extraterrestre. C'est la plus célèbre, c'est celle que tout le monde avait à l'idée dès le départ, puisque justement, il y avait de temps en temps des personnages qui débarquaient de ces engins-là et qui ne nous ressemblaient pas complètement, quoi. Bien qu'ils soient très très bizarres, qu'ils aient quand même une certaine parenté, quand même. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, ce sont pas des limaces, si vous voulez. Et néanmoins, on était très étonnés
de ces accélérations. Eh bien, lorsqu'on a étudié, ça c'était dès les années 70, lorsqu'on a étudié l'hypothèse extraterrestre, il s'est avéré que le voyage interstellaire, c'est ce que j'ai d'ailleurs expliqué dans une partie de mon livre, le voyage interstellaire était possible à deux conditions. La première, c'était que la vitesse de déplacement soit proche de la vitesse de la lumière. Sinon, eh bien, vous avez une durée du voyage qui dépasse votre durée de vie. Donc, c'est pas possible, quoi. Vous mourrez avant d'être arrivé à destination. Alors, il y a des gens qui ont fait des histoires de science-fiction dans lesquelles plusieurs générations dans un véhicule se succèdent pour arriver à destination. Mais ça tient pas debout, quoi, parce que il faut pouvoir emporter tous les consommables, etc. Ça vraiment, c'est des villes entières. Parce que là, on a des petits engins, donc ça collait pas du tout avec ce que les gens racontaient. Néanmoins, quand vous allez à la vitesse de la lumière, ça devient possible. Mais alors, la deuxième condition, c'est qu'il faut chercher l'énergie ailleurs que dans les réservoirs de la machine. Parce qu'un calcul un peu compliqué qui est relativiste, mais enfin, c'est pas à la portée des grands cerveaux, hein, c'est un calcul qu'une première année de fac on est capable de faire, montre que l'énergie qui est nécessaire pour accélérer l'engin et l'amener à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, eh bien, cette énergie ne peut pas être embarquée à bord. Elle ne peut pas. Parce que même si vous utilisez la matière elle-même qui est de l'énergie et que vous la transformez en énergie, eh bien, vous ne pourrez pas l'embarquer parce que c'est beaucoup plus lourd, cette matière, que l'engin lui-même, quoi. Donc c'est pas possible comme ça. Ça veut dire que la seule solution, c'était que l'énergie soit à l'extérieur. Donc c'est deux conditions, qui est la possibilité de faire le voyage dans votre durée de vie d'une part, et d'autre part la possibilité d'obtenir l'énergie nécessaire à l'accélération de l'engin, faisait que le voyage interstellaire paraissait pas possible. Oui, Claude Poher, il était tellement plus simple de faire comme la grande majorité de vos collègues, c'est de tourner la tête, de regarder ailleurs en se disant de toute façon c'est impossible, pourquoi chercher? On peut dire c'est impossible, donc on s'arrête, quoi. Mais en étant un peu têtu, on s'est aperçu qu'il y avait quand même deux, trois choses qui nous mettaient sur la voie. Il y avait des témoins, souvenez-vous à Cussac par exemple, qui disaient avoir vu des personnages flotter au voisinage de l'OVNI. D'autres avaient vu des personnages décoller et puis pénétrer dans l'OVNI qui stationnait à plusieurs dizaines de mètres d'altitude. Des témoins avaient senti, quand ils étaient survolés par un OVNI, avaient senti qu'ils s'allégeaient, si vous voulez. Je me souviens d'un cultivateur un cultivateur américain, je crois, qui lui avait carrément sa jument qui s'était envolée, quoi. Elle était retombée quelques mètres plus loin, en se cassant une patte d'ailleurs, et il y avait vraiment un phénomène là qui touchait la gravitation. Alors, lorsqu'on lit des histoires comme ça, il y a deux façons de faire, et on peut se dire, bon, c'est des histoires complètement folles, ou bien les gens racontent vraiment ce qu'ils ont vu, quoi. Donc on se met à penser à la gravitation. La gravitation, elle peut pas être comme on la connaît, parce que là, ça marche pas, quoi. Ce graviton ou ces ondes gravitationnelles sont beaucoup recherchées, mais jusqu'à présent, personne n'a trouvé. Si vous voulez, ne permet pas d'expliquer tout ça. Ça, c'est très clair. Dans la gravitation classique, eh bien, la présence d'une masse va courber l'espace-temps. Ça courbe l'espace-temps, et parce que l'espace-temps est courbe, eh bien, il y a un phénomène d'attraction d'une masse l'une vers l'autre, parce qu'elles sont au bord de la pente, si vous voulez, elles roulent l'une vers l'autre. C'est ça l'image que l'on s'en donne. Enfin, ça se donne aussi à coup d'équation, et ça marche très bien. C'est la gravitation telle que la voit la relativité, et Newton n'avait même pas été aussi loin, il avait dit simplement deux masses, elles s'attirent, quoi, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Alors, si vous imaginez qu'on est capable de prendre de l'énergie à l'extérieur, dans l'espace, pour faire le voyage, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'espace. Et ce quelque chose peut être responsable de la gravitation. Alors, c'est pas une idée nouvelle, hein. Faut bien voir que des tas de gens se sont dit que la gravitation, ça pouvait être dû à des entités, des particules, etc. Le graviton, c'est pas ça, hein. Le graviton, c'est un échange de particules virtuelles entre deux masses, hein. Par exemple, entre la Terre et le Soleil, il y aura un échange de gravitons dans les deux sens
qui serait la cause de la gravitation. Ça n'a rien à voir avec les universons, enfin ça n'a rien à voir apparemment avec les universons. Et alors moi l'idée des universons, ça m'est venu assez tôt, je dois dire vers les années 78-79. Et c'était après avoir quitté le GEPAN. J'avais déjà un peu cette idée-là, mais j'avais pas eu assez de temps. J'étais surchargé par les enquêtes, les préparations de travaux pour le conseil scientifique qui finalement ne conduisaient à rien. Puis on avait une interdiction de publier, donc ça servait à rien d'essayer de faire de la recherche dans ces conditions-là. Mais quand je me suis libéré, j'ai eu un peu de temps. D'ailleurs, j'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé à réfléchir à ces questions-là. Et je me suis aperçu que l'idée d'avoir des particules, enfin c'est même pas des particules, c'est des porteurs de moments cinétiques. C'est un peu plus compliqué que des particules. Alors, ces porteurs de moments cinétiques, ils poussent la matière. Ils ont ça comme propriété, ils poussent la matière. Alors, si on suppose que les ovnis sont capables de prendre de l'énergie dans l'espace partout où ils vont, partout dans l'univers, mais il faut que ces particules, il faut que ces porteurs de gravitation, si vous voulez, existent partout dans l'univers. D'où l'idée de porteurs, que j'ai appelé les universons, porteurs de moments cinétiques, qui se déplacent à la vitesse de la lumière partout dans l'univers. Alors, pour que un corps isolé dans l'espace ne soit pas poussé dans une direction préférentielle, eh bien, il faut supposer que ces porteurs de moments cinétiques viennent de toutes les directions avec la même intensité. On appelle ça un flux isotropique, un flux qui est le même dans toutes les directions. À ce moment-là, vous recevez des porteurs d'énergie qui viennent de toutes les directions avec la même intensité, vous êtes poussé d'un côté et de l'autre avec la même intensité, la même force, donc vous ne bougez pas. Donc ça a l'air de marcher, si vous voulez. Alors ça a l'air de marcher, mais c'est pas si simple que ça, parce que lorsque vous considérez la Terre qui est en orbite depuis 4 milliards et demi d'années, eh bien, si c'était juste des collisions avec des porteurs de moments cinétiques, il y a belle lurette que la Terre se serait arrêtée. Parce que du côté où la Terre avance, le choc est plus important que de l'autre côté. C'est comme quand vous vous déplacez en courant sous la pluie, hein, vous êtes plus mouillé devant que derrière, quoi. Et donc ça aurait arrêté la Terre. Donc la seule hypothèse qu'il fallait faire, qu'il fallait ajouter à l'idée de base, c'était que ces porteurs de moments cinétiques, ils ne restaient pas en permanence à l'intérieur de la matière lorsqu'ils étaient entrés en collision avec. Il fallait qu'ils s'en aillent. Et en s'en allant, il fallait qu'ils remportent avec eux leur moment cinétique. D'où l'idée d'une interaction entre ces porteurs de moments cinétiques, ces universons, et la matière, qui est une interaction provisoire, qui dure un temps très court. C'est un temps extrêmement court puisque ça fait exactement 5,58 10 puissance moins 14 secondes. C'est vraiment minuscule. Eh bien, cette idée simple-là, de porteur de moment cinétique qui ne reste dans la matière qu'un temps très court, on s'aperçoit, lorsqu'on écrit les équations de tout cela, que ça marche. Ça marche très bien. On retrouve ce que l'on sait, c'est-à-dire on retrouve les lois de Newton, aussi bien sur l'inertie que la gravitation, et il n'y a pas de défaut. Par exemple, la Terre ne s'arrête pas sur son orbite, etc. Et on se retrouve avec un flux d'énergie sous forme de ces universons qui se déplacent dans l'univers dans toutes les directions, qui transportent une énergie qui est faible quand ils sont considérés un par un, mais le flux en question est absolument gigantesque. Il est gigantesque parce que pour expliquer la gravitation du Soleil, celle de la Terre, etc., on est amené à calculer le flux et on trouve qu'il est gigantesque. Et donc à ce moment-là, on est dans une situation dans laquelle l'espace, l'univers, vous procure les moyens de vous déplacer. Et là, ça devient très intéressant parce que si vous regardez maintenant comment se passe le voyage interstellaire à la fameuse accélération en question, eh bien vous découvrez quelque chose de nouveau, à savoir que l'occupant, le pilote qui est à bord de la machine accélérée à cette accélération-là, eh bien, lui, il va être accéléré exactement comme la machine. C'est-à-dire que tous ces atomes, à lui, vont être accélérés comme la machine. Il n'est pas liquéfié contre la paroi du fond. Voilà, il n'est pas du tout collé contre son siège, il est même complètement en apesanteur à l'intérieur de son engin. Tout ce qui est dans la zone dans laquelle ces universons agissent
est accéléré exactement de la même façon. Ça veut dire que vous êtes en apesanteur. Vous êtes en apesanteur, mais l'ensemble se déplace avec une accélération de 100 voire 600 G. Donc ça veut dire qu'en quelques jours, quelques heures, vous atteignez presque la vitesse de la lumière, et ensuite c'est tout bénéfice. Parce que vous allez avoir l'horloge de bord et l'horloge de votre métabolisme qui va ralentir par rapport à l'horloge terrestre, et vous allez pouvoir faire le voyage en un temps relativement court, qui se chiffre en jours ou en semaines, mais pas en milliers ou en millions d'années. À ce moment-là, le voyage interstellaire, il devient possible aussi bien en ce qui concerne la tenue aux accélérations que en ce qui concerne l'énergie disponible, puisque l'énergie, vous la prélevez à ce flux naturel. Les ondes gravitationnelles continuent à exister, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit lorsqu'on étudie, c'est assez compliqué, mais enfin on peut étudier ce qui se passe en ce qui concerne les courbures d'espace-temps avec les univers-sons. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé les lois d'Einstein concernant la gravitation. Elles sont toujours valables. C'est-à-dire que la gravitation, qu'elle soit causée par les univers-sons ou qu'elle soit causée par la courbure de l'espace-temps, donne strictement les mêmes résultats. Par conséquent, on n'a pas la possibilité de vérifier expérimentalement que c'est comme ci ou comme ça que ça se passe. Il faut autre chose. Alors, il se trouve que cette autre chose, parce que les idées que je viens de vous donner, les univers-sons, c'est des idées que j'avais en 79, vous voyez. Et il a fallu beaucoup de temps pour étudier sur le plan théorique toutes les conséquences. Alors, lorsqu'on fait des études théoriques dans le bleu, comme ça, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop dans quelle direction il faut chercher, donc on essaye tout. Et puis, on regarde par exemple quelle est l'importance de l'expansion de l'univers. Parce que l'univers, vous savez, qui se dilate. Alors, on se dit, tiens, les univers-sons, est-ce que ce serait ça qui serait la cause de l'expansion de l'univers, ou bien est-ce que l'expansion de l'univers va avoir un effet sur les univers-sons? Et là, on s'aperçoit qu'il y a un effet. Et oui, là, vous êtes aidé aussi par l'observation. C'est une accélération supplémentaire. C'est-à-dire que l'expansion de l'univers fait que tout corps accéléré, votre voiture, vous-même quand vous accélérez, etc., subit de la part de l'univers une accélération supplémentaire. C'est microscopique, hein, c'est un 10 milliardième de G, quoi. C'est rien, quoi. C'est vraiment une toute petite accélération. Néanmoins, il se trouve que c'est une accélération qui a été observée. Elle a été observée grâce aux sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 tout d'abord, et puis maintenant on sait qu'il y a 4 sondes qui l'ont observée avec une précision un peu moindre, parce qu'il se trouvait que la technologie par hasard, la technologie de Pioneer 10 et Pioneer 11 était parfaitement adaptée à ce genre de mesures. On n'est pas fait pour ça, mais enfin c'est comme ça. Et donc à ce moment-là, on a été confronté à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une théorie qui a une prédiction, et que cette prédiction est vérifiée dans les faits, de manière expérimentale. Alors là, ça change tout. Ça change tout parce que ce n'est plus une théorie à ce moment-là. C'est un fait scientifique. Ça change vraiment les choses. Et votre site internet, universon.com, s'ouvre par une demande pressante afin de sauvegarder les données. Alors, ils se sont aperçus que les sons en question n'étaient pas du tout là où on les attendait, quoi. Au bout de 20 ans, elles étaient décalées de presque la distance Terre-Lune, quoi, 400 000 km, c'est énorme. 8000 milles par an de décalage. 8000 milles, oui, c'est beaucoup, quoi. Et alors, chose bizarre, ils ont commencé à voir ça en 1980. Ça faisait déjà un moment qu'elles étaient lancées, mais il se trouvait qu'en 1980, elles avaient atteint une distance telle que les effets parasites dus à, par exemple, la pression de la lumière solaire, des choses comme ça, le résidu d'atmosphère solaire qui reste dans le vide spatial, enfin tous ces effets minuscules devenaient tellement faibles, parce qu'on s'éloignait du Soleil, qu'il restait quelque chose qui n'était pas du tout ça. Et ce qui restait ne changeait plus du tout en fonction de la distance au Soleil. Ça restait fixe. Il y avait un freinage de ces sondes qui était constant. Une accélération, un freinage, une accélération négative, si vous voulez, constante, qui est égale à environ 8-10 puissance moins 10 mètres par seconde carré. C'est un 10 milliardième de G. C'est vraiment très 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 faible. Néanmoins, cette accélération constante est complètement anormale. Tous les phénomènes parasites qui agissent sur les engins ont des causes de variation qui changent avec le temps,
qui change avec la distance, etc. Donc les gens ont commencé par essayer de chercher toutes les causes possibles. Et ils n'en ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé du tout. Et donc ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y a un effet fondamental qui subsiste, qui freine les dites sondes. Or, dans la théorie du l'univers, moi j'avais trouvé qu'à toute accélération, s'en ajoute une autre. Or, une sonde qui est envoyée comme ça, tout droit, vers l'extérieur du système solaire, elle est soumise à une accélération qui est l'accélération gravitationnelle du Soleil, qui est dirigée vers le Soleil. Si vous ajoutez à cette accélération dirigée vers le Soleil une autre accélération constante, qui tout simplement est égale à hc, c'est-à-dire la constante de Hubble multipliée par la vitesse de la lumière, la constante de Hubble, c'est la vitesse d'expansion de l'univers, hein, c'est constant, et la vitesse de la lumière est constante aussi, le produit des deux, ça fait une constante, ça vous donne une accélération constante. Et il se trouve que la valeur de l'accélération constante des sondes Pioneer était pile cette valeur-là, hc. Et donc, on avait une confirmation de prédiction de la théorie du l'univers. Alors moi, je pense que c'est extrêmement important de sauver ces données, pas seulement parce que ça vérifie l'effet hc, c'est parce que moi, j'avais demandé à Anderson de vérifier autre chose. Parce que je me suis rendu compte que l'accélération hc, elle a des effets sur autre chose que les sondes spatiales. Elle a des effets aussi sur la Terre, Mars, etc. Il y a des petites modifications orbitales qui sont passées inaperçues jusqu'à présent parce que c'est vraiment infime, mais qui peuvent exister dans les signaux radioélectriques qui ont été mesurés pendant presque 30 ans par la NASA sur les Pioneer. Et comme les Pioneer ont une technologie qui s'adapte particulièrement bien à des mesures de précision de ce genre, eh bien, on risquait de mettre à la poubelle des données pour lesquelles on n'a pas encore pu vérifier cet aspect-là. Et ce serait donc une nouvelle preuve. Mmh. Donc il n'y a plus que quelques mois à attendre en espérant que l'opération de sauvetage se déroule convenablement pour faire avancer la recherche. Bien sûr. Et alors, ce qu'a promis la Planetary Society, puisque c'est une association sans but lucratif, c'est que non seulement elle va sauvegarder les données, c'est un travail qui a commencé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont déjà quelqu'un qui recopie les bandes sur des supports pour un ordinateur plus moderne, si vous voulez. Ça a déjà commencé. En fait, c'est un gros travail. Hein. Il y a des centaines de bandes. Et donc, d'ici 1 an et demi environ, les données seront à disposition du public sur Internet. Absolument. Et ça va être nouveau, parce que ça veut dire que n'importe qui pourra faire les études en question là-dessus. Ça, c'est très important. C'est la mise en place sur votre site d'idées nouvelles quant à la propulsion en dirigeant en quelque sorte un flux, en générant un flux d'universons. Voilà, j'ai fait plusieurs choses. Premièrement, j'ai analysé les différents effets dont on parlait tout à l'heure, qui sont les effets sur la végétation, les paralysies, etc. Je me suis rendu compte que tout ça pouvait parfaitement s'expliquer par un flux d'universons dirigé, artificiel si vous voulez. Comme d'autre part, la propulsion depuis longtemps, j'avais l'idée qu'elle pouvait être produite par un flux d'universons dirigés, ça m'a aiguillé vers un certain nombre de possibilités pour modifier la trajectoire des universons naturels. Il faut voir qu'il y a un flux d'universons qui nous traverse en permanence qui est absolument gigantesque. Et si on peut modifier un tout petit peu la trajectoire d'une toute petite proportion de ces universons-là, eh bien on va faire de la propulsion. Donc j'ai examiné quelles étaient toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à nous pour modifier cette orientation de la trajectoire des universons. Alors j'ai été orienté dans ce genre d'études par effectivement les effets que l'on voit sur la végétation et sur les pannes de voiture par exemple. Parce que pour expliquer comment ces choses-là se produisent, on est amené à regarder en détail comment interagit un flux d'universons avec un atome. Et donc on s'aperçoit que les trajectoires des électrons autour des noyaux sont modifiées. Ça c'est un calcul qu'on peut faire. Les trajectoires étant modifiées, à ce moment-là, on polarise la matière et on assiste aux effets qu'on voit sur la végétation, sur les batteries, etc. Mais en sens inverse, si vous voulez, si vous pouvez modifier la trajectoire des électrons autour du noyau, eh bien vous allez créer un flux d'universons. Donc l'avantage dans la physique, c'est quand vous découvrez un effet, ben, l'effet inverse est valide. Donc j'ai fait des études théoriques
de ce que l'on peut faire en changeant, en modifiant, en distordant la trajectoire des électrons autour du noyau. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est très largement suffisant pour produire une propulsion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées, il suffirait de faire ça. Alors, néanmoins, d'une façon brute comme ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que quand vous modifiez la trajectoire des électrons autour du noyau, eh bien, vous allez agir aussi sur les protons qui sont à l'intérieur du noyau atomique. Les protons sont presque 2000 fois, ils sont 1836 fois plus massifs que les électrons. Ça veut dire que quand vous faites bouger un électron d'une certaine distance, eh bien, vous allez faire par le même effet bouger le proton d'une distance qui est 2000 fois plus petite. Donc ça veut dire que quand vous faites bouger les électrons, vous faites aussi bouger les protons, mais très peu. Donc on a l'impression que le noyau atomique ne bouge pas, pratiquement pas. Néanmoins, comme la masse du proton, elle, est aussi 2000 fois plus grande, eh bien, ça veut dire que l'effet sur les universons est 2000 fois plus grand. Donc si vous bougez peu les protons, mais que vous avez une grosse masse, eh bien, c'est comme si vous aviez bougé beaucoup les électrons en sens inverse, si vous voulez. Donc les deux effets du déplacement des électrons et du déplacement des protons s'annulent mutuellement. Ils s'annulent d'une façon très exacte. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on trouve une solution qui permette de bouger un tout petit peu l'une ou l'autre des particules, les électrons ou les protons, mais pas d'une manière symétrique l'autre. Ça semble être possible, bien que ce soit très compliqué. Donc, on en est là, et c'est dans cette direction qu'on va. Mais plus on gratte ce genre d'hypothèse, et plus ça devient compliqué. Parce qu'on touche à des domaines de la connaissance de l'intimité des atomes qui sont très très mal connus, si vous voulez. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans le travail de recherche sur la théorie des universons, il y a 3 mois, on ne connaissait pas toutes les données, on ne connaissait pas tous les paramètres. Par exemple, le temps pendant lequel un universon restait capturé à l'intérieur de la matière, on ne le connaissait pas. Et il a fallu faire une étude fine de ce que sont ce qu'on appelle les fluctuations quantiques, c'est-à-dire les vibrations, les perturbations qui sont apportées par la capture des universons à des noyaux atomiques, à des électrons, etc. Ça les fait vibrer. Mais il a fallu faire une étude fine de ces vibrations-là pour se rendre compte qu'il y a une relation fondamentale qui est très simple, hein, c'est l'énergie d'un universon multipliée par le temps de capture, c'est 9 fois la constante de Planck divisée par 4pi. Cette expression fondamentale simple est extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien, on s'aperçoit que cette expression-là, elle est exactement la même que ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui est une loi fondamentale de la physique atomique. Et donc ça veut dire qu'on a compris là une relation qui lie un monde subquantique, qui est celui où agissent les universons, et puis les particules de la physique nucléaire. Or, on a découvert avec Patrick Marquet que Louis de Broglie, qui était le grand savant français qui a fait comprendre la dualité onde et corpuscule de la matière, des photons, de la lumière, etc., au début du siècle, eh bien, Louis de Broglie, au début des années 60, hein, qui était la fin de sa vie, la fin de sa carrière, avait déjà pensé que des vibrations de l'atome étaient la cause de ce principe d'incertitude d'Heisenberg, mais il n'avait pas trouvé pourquoi, si vous voulez. C'est très intéressant de voir qu'on converge avec des idées de ces gens-là, si vous voulez. Oui, à ce sujet, d'ailleurs, vous évoquez, pour mieux la réfuter ensuite, l'hypothèse de la propulsion par agitation dissymétrique des particules. Vous faites un long exposé pensant qu'on tient là une solution possible, mais vous nous montrez également quelle est votre démarche, qui consiste à exposer et réfuter ensuite, suite à d'autres observations. Absolument, ça c'est la démarche scientifique, si vous voulez. Puisqu'on étudie un phénomène dans un but qui est une application et qu'on veut comprendre la propulsion et une nouvelle source d'énergie, on va essayer tout ce qui est possible, tout ce qui est connu dans la physique, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait réémettre des universons d'une manière déviée. Comment faire pour dévier la trajectoire des universons.
Alors ça, c'est une idée qui est apparue assez tôt dans l'analyse de la théorie, parce que dans la théorie, on s'aperçoit que quand une particule de matière est accélérée, eh bien, les universions qu'elle capture, elle les réémet d'une manière déviée. Elle ne les réémet pas dans la direction où ils arrivent. Et cette déviation est la cause de la force d'inertie. Hein. Quand vous voulez accélérer un corps, il faut pousser dessus, si vous voulez. Eh bien, cette loi de Newton, là, elle a une contrepartie, c'est-à-dire en sens inverse, ça devrait marcher, quoi. Eh bien, je m'étais dit, en secouant la matière, c'est-à-dire en l'accélérant d'une manière alternative, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, si on la secoue lentement dans l'aller et très vite au retour, une espèce de mouvement en dents de scie, si vous voulez, on va doucement, on va l'aller, on va très très vite au retour, on va avoir un effet relativiste au retour, parce que la vitesse n'est pas la même qu'à l'aller. Et l'effet relativiste, ça devrait changer le temps de capture, puisque quand vous allez vite, vous savez que les pendules ralentissent. Eh bien, c'est vrai, ça se passe comme ça, mais manque de chance, ça se compense exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas secouer les particules de cette façon-là pour obtenir un effet de déviation des universons, puisque effectivement l'horloge se ralentit, mais comme on est quand même obligé de maintenir la particule à la place où elle était, c'est-à-dire de vibrer de manière symétrique d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que le temps pour l'aller est beaucoup plus long que le temps pour le retour, tout simplement, eh bien à ce moment-là, ça se compense très exactement, c'est-à-dire que l'effet relativiste s'annule. C'est pas de chance, parce que là, on avait une possibilité peut-être d'obtenir cet effet propulsif. Alors, on a fait une étude complète de ça, et puis je me suis aperçu que ça marchait pas. Néanmoins, je l'ai mis sur le site parce que ça montre aux gens que quand on fait des études de ce genre-là, il faut s'attendre à avoir des résultats négatifs, quoi. C'est pas du tout anormal. Et il faut bien faire comprendre qu'on ne cherche pas à tout prix à avoir raison. On cherche à obtenir, parce que ça montre aux gens que quand on fait des études de ce genre-là, il faut s'attendre à avoir des résultats négatifs, quoi. C'est pas du tout anormal. Et il faut bien faire comprendre qu'on ne cherche pas à tout prix à avoir raison. On cherche à obtenir un résultat qui soit exact. Et donc on est plus orienté à l'heure actuelle vers une étude de ce qu'on appelle les fonctions d'onde des protons et des électrons pour voir s'il existe une possibilité d'agir sur les uns un peu moins que sur les autres, ce qui n'est pas du tout le même effet que celui de la vibration à des vitesses différentes. C'est un effet qui utiliserait des champs électriques ou des champs magnétiques, ou les deux, un effet électromagnétique, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner parce que pour l'instant, les ordres de grandeur sont corrects, mais l'étude est compliquée à faire. Ça va prendre pas mal de temps. Oui, Claude Powers, qui ne vous a pas empêché de publier aussi la configuration d'un véhicule utilisant la propulsion par les universons, sans gêne aucune pour les occupants et sans dommage non plus sur l'environnement. Alors ça, on n'a pas besoin du tout de savoir comment la propulsion marche pour faire ça, parce que c'est une étude de stabilité. Il y a longtemps que dans la recherche spatiale, on fait des études de stabilité. Et au début, on les faisait pas bien parce qu'on ne savait pas ce qui se passait aux vitesses hypersoniques. Jamais personne n'avait fait voler des engins à 15 fois la vitesse du son, par exemple. Donc on ne pouvait pas faire ça dans les souffleries, donc on a eu des surprises en vol. Les premiers essais se sont traduits par des catastrophes. Alors des fois ça se passait bien, des fois ça se passait pas bien et on ne savait pas pourquoi. On a fini par comprendre pourquoi, et c'est pour des questions de stabilité aérodynamique à ces vitesses-là. Et donc tous les engins qui traversent une atmosphère planétaire avec une très grande vitesse sont soumis à ces impératifs de déplacement, de foyer aérodynamique, etc. Et donc des problèmes de stabilité. Et les ovnis n'ont aucune raison d'y échapper, parce que ce sont des engins qui ont une propulsion, qui se déplacent à grande accélération dans une atmosphère. Et par conséquent, la configuration géométrique doit obéir à des règles précises. Par exemple, la forme qu'on a donnée à la capsule Apollo qui devait rentrer dans l'atmosphère n'était pas quelconque. Cette espèce de cône avec un dessous en forme hémisphérique, c'était une étude théorique de stabilité qui avait donné ça. Lorsqu'on ajoute de la propulsion, lorsqu'on imagine que c'est
un engin qui est propulsé par un flux d'universons, on a d'autres impératifs, et donc on obtient une configuration qui est valide pour ce cas-là. Et on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le système de propulsion. Et alors, en analysant cette configuration-là, on s'aperçoit que c'est complètement logique et que ce que nous racontent les témoins, ma foi, ce n'est que le résultat d'une ingénierie bien pensée, finalement, qu'on ne connaissait pas a priori, mais lorsqu'on imagine que la propulsion se fait de cette façon-là, on s'aperçoit que c'est bien comme ça qu'il faut le faire. J'ai montré par exemple qu'il fallait, pour éviter d'être en apesanteur en permanence, en particulier lorsque vous arrivez dans l'atmosphère planétaire, si vous êtes toujours en apesanteur, vous allez avoir des problèmes de calcification, de muscles qui sont atrophiés, etc. Vous ne pouvez pas débarquer sur une planète en étant une lavette. Par conséquent, il faut que pendant le vol spatial, les occupants à bord aient une gravité artificielle. Ou une stimulation musculaire. On peut le faire avec une propulsion par les universons, parce que vous pouvez avoir une petite différence entre l'intensité de la propulsion sous la cabine où il y a les occupants et puis sur le reste de la machine. À ce moment-là, vous avez la petite différence qui fait juste un G et vous n'êtes plus en apesanteur. Mais lorsque vous êtes en vol stationnaire dans l'atmosphère planétaire, ça doit se traduire soit par un anneau de propulsion en laissant la cabine au centre dénuée de toute propulsion, ou au minimum par 3 points de propulsion. Il faut au moins 3 pour assurer la stabilité. Il se trouve que les photographies qui ont été faites à Petit-Rochin, qui ont été faites aux États-Unis, etc., montrent des engins qui sont comme ça, quoi. Alors on voit les zones de propulsion parce que l'atmosphère est lumineuse, légèrement lumineuse à cet endroit-là. Donc on constate que l'ingénierie correspondant à ce que les gens racontent ressemble étrangement à ce qu'un ingénieur normal de recherche spatiale peut imaginer pour faire une machine comme ça. Ça c'est rassurant, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas une physique complètement nouvelle, quoi. Alors Claude Poher, parmi les nombreuses observations que vous avez collectionnées au fil des années, pouvez-vous vous arrêter un instant avec nous sur le thème déjà brièvement évoqué depuis le début de l'émission, celui de la paralysie des témoins? Comment expliquez-vous qu'un témoin se trouve immobilisé et ne tombe pas? Alors ça, c'est un peu compliqué. Alors, si vous avez pu remarquer que la page qui traite de cet aspect-là sur le site universon.com est une page assez longue. Ça veut dire que ça doit faire 40 ou 50 pages si on l'imprime. Oui, moi sans problème, j'ai la réponse, mais simplement je voudrais vous l'entendre expliquer. Voilà, alors premièrement, ce qui se passe, c'est que la plupart des témoignages dans lesquels il y a une paralysie, c'est une paralysie qui est apparue d'une manière volontaire lorsque un occupant a braqué une espèce de lampe torche, une arme, disons, vers le témoin. Et puis le témoin se retrouve paralysé, l'engin s'envole, et puis 10 minutes, un quart d'heure après, le témoin n'est plus paralysé. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, sauf si on regarde d'une manière très détaillée ce qui se passe à l'intérieur du système nerveux et ce qui se passe au niveau des muscles, à la liaison entre les muscles et les nerfs. Le témoin, enfin, prenons par exemple Maurice Mas, il était debout à une dizaine de mètres des occupants quand il a été paralysé. Et il s'est retrouvé toujours debout, il n'est pas tombé. Il respirait avec difficulté, mais il respirait. Son cœur battait normalement, apparemment, et il ne pouvait pas bouger ni les bras ni les jambes. Il pouvait un peu bouger les yeux, il ne pouvait pas tourner la tête. Par conséquent, c'est en fait la commande volontaire des muscles du témoin qui est bloquée, mais les muscles continuent à fonctionner. Ils sont en état de contraction permanente, si vous voulez. Lorsque vous êtes debout, eh bien, vous avez des muscles qui vous font pencher vers l'avant et ceux qui vous font pencher vers l'arrière qui travaillent tous les deux. Et vous avez un système de régulation en permanence de votre stabilité qui agit de façon à ce que vous restiez en position verticale.
mais vos muscles ne sont pas complètement inactifs. Donc pour expliquer comment les témoins restent quand même debout, bien qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'agir volontairement, il faut comprendre ce qui se passe. Alors les muscles qui commandent la station, on appelle ça les muscles agonistes et antagonistes, reçoivent aussi un influx nerveux, mais qui ne passe pas par la volonté, qui ne passe pas par le cerveau. Il y a des liaisons entre des capteurs de contraction qui sont sur les muscles, et puis les commandes de contraction musculaire qui passent par la moelle épinière. Si vous voulez, vous avez des commandes automatiques, des boucles de réaction, des réflexes, des arcs réflexes, qui sont automatiques, qui sont complètement indépendants de la volonté, qui vous permettent de vous tenir debout, de garder votre posture, etc. Et par conséquent, tout laisse à penser que ces circuits-là, si vous voulez, fonctionnent lorsque la personne est paralysée. Alors, il faut regarder en détail qu'est-ce qui se passe dans les liaisons qui relient le cerveau aux muscles. Alors, c'est le premier travail qu'on a fait, qui consiste à examiner en détail comment circule l'influx nerveux. Alors, c'est des connaissances qui ne sont pas très anciennes, ça, mais qui progressent beaucoup en ce moment. Et donc, en regardant ce qui se passe à l'intérieur du circuit de transmission de l'influx nerveux, on s'aperçoit que les membranes des nerfs ont une énorme importance. En particulier aux endroits qu'on appelle les nœuds de Ranvier, où l'influx nerveux est remis en forme, si vous voulez, puisque l'influx nerveux n'est pas conduit par des fils électriques en cuivre entre le cerveau et les muscles, il est conduit par des nerfs dont la conductivité électrique est très mauvaise, quoi. Et par conséquent, s'il n'y avait pas cette remise en forme périodique le long du trajet par ce système, on aurait une atténuation considérable. Et donc là, c'est à cet endroit-là qu'il se passe des choses. Alors, c'est un système assez complexe dans lequel il y a des échanges d'ions entre l'intérieur du nerf et l'extérieur, et entre les deux, il y a la membrane qui est un isolant. Et il y a des organes extrêmement petits qui sont des pompes et des vannes, si vous voulez, qui fonctionnent d'une manière automatique et qui font rentrer et sortir des ions entre l'intérieur et l'extérieur du nerf. Eh bien, ça fait apparaître une différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur du nerf, qui est très petite, ça fait 60 millivolts environ. Et c'est cette différence de potentiel-là, lorsqu'elle varie brusquement, qui constitue l'influx nerveux. Donc, si vous supposez que l'influx nerveux est bloqué, ça veut dire que vous avez dépolarisation de la membrane. Ça veut dire que quelque chose a empêché la membrane d'être polarisée. Or, lorsqu'on a examiné les pannes de voiture, on s'est aperçu que ces pannes de voiture pouvaient s'expliquer d'une manière très simple, c'est par la variation de la différence de potentiel existant au bord de la batterie d'accumulateur. Or, une batterie d'accumulateur, ça fonctionne exactement comme un nerf, sauf que ce sont des plaques de plomb et un électrolyte qui ont été conçus de façon à ce que la différence de potentiel, au lieu d'être de 60 millivolts comme dans le nerf, eh bien là, c'est vraiment très bon conducteur et très efficace. On a 2 volts par cellule, et en les mettant en série, on obtient les 12 volts en question. Eh bien, dans le nerf, on n'a que 60 millivolts, mais le principe de fonctionnement de la membrane ou la surface des plaques à l'intérieur de la batterie, c'est strictement la même chose. Alors, lorsque vous éclairez tout ça avec un flux d'universaux, eh bien, vous allez déformer les trajectoires des électrons autour des atomes. C'est toujours ça qui se produit. Et lorsqu'on déforme dans l'eau, par exemple, et il se trouve que dans le nerf, vous avez de l'eau, vous en avez 80%, eh bien, vous allez déformer les molécules d'eau, et déformer les trajectoires des électrons autour des molécules d'eau, et ça va polariser les molécules. Vous allez avoir un côté positif et un côté négatif. Et à ce moment-là, cette polarisation des molécules va déclencher le système des vannes et des pompes aux endroits des nœuds de Ranvier. Ça dépolarise la membrane et l'influx nerveux ne peut pas passer. Donc, on a déjà découvert ça. Eh bien, on a appliqué ensuite le même principe à ce qui se passe dans les muscles. Parce qu'au niveau des muscles, les nerfs arrivent et communiquent avec les muscles à travers des synapses.
Et le transfert de l'information se fait à la fois par voie électrique, l'influx nerveux, et par voie chimique à l'intérieur de la synapse. Mais le déchargement de la synapse se fait par aussi une dépolarisation de membrane. Et de même à l'intérieur de la plaque musculaire. Tous ces phénomènes à la queue leu-leu sont des phénomènes de dépolarisation de membrane, de différence de potentiel de quelques dizaines de millivolts. Par conséquent, la plaque neuromotrice qui reçoit l'influx nerveux peut être dépolarisée exactement de la même façon que l'influx nerveux est dépolarisé sur les nerfs. Et à ce moment-là, on peut comprendre que lorsque l'occupant braque un faisceau de quelque chose vers le témoin, en fait, il envoie un flux d'univers son, pas très très important, puisque ça ferait tomber le témoin, donc c'est un flux d'univers son, mais simplement il est dirigé. C'est un flux d'univers son anormal par rapport au flux naturel, en ce sens qu'il vient d'une seule direction. Ça déforme les trajectoires électroniques dans toute la zone où les univers sont frappés, et à l'intérieur de cette zone-là, vous avez à la fois des nœuds de Ranvier nerveux, vous avez des plaques musculaires, et à ce moment-là, l'influx nerveux normal, volontaire, ne passe plus. Mais on s'est aperçu que si vous irradiez les zones en question pendant un temps de quelques secondes, eh bien c'est suffisant pour bloquer le fonctionnement normal de l'influx nerveux pendant plusieurs minutes. Parce qu'il faut le temps que les composés chimiques qui sont nécessaires aux transmissions d'informations se reconstituent, si vous voulez. Il faut éliminer ceux qui ont été libérés en trop grosse quantité et puis remettre en fonctionnement tous ces organes qui ont été saturés. Alors, c'est très intéressant parce que c'est tellement complexe, si vous voulez, le système nerveux, les muscles, etc., par rapport à une batterie d'accumulateurs de voiture, que l'on est très étonné lorsqu'on a fini de faire cette étude-là, de s'apercevoir que finalement c'est très simple ce qui se passe. Et que c'est parfaitement cohérent avec ce que raconte le témoin. Parce que les phénomènes ressentis par le témoin, la façon dont il décrit ce qu'il a senti, est parfaitement cohérent avec ce que l'on sait de la physiologie et du fonctionnement de ces éléments du corps humain. Oui, c'est intéressant, Claude Poirier, lorsque on vous visite, lorsque on visite le site et cette partie documentaire plus précisément, vous ajoutez à votre étude un rappel de ScienceNat, une remise à niveau du lecteur sur le fonctionnement du corps humain, les aspects de physiologie nécessaires à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous lire, c'est également se remettre à niveau. Moi, je pense que c'est aussi le rôle des scientifiques, ça. Et c'est un peu Internet qui a changé les relations entre les scientifiques et le public. Et il me semble que c'est très important d'expliquer au public, au travers de phénomènes comme ça qui ont une grande importance, de réexpliquer ce qu'est le corps humain. Parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils connaissent très mal ça. Ils connaissent mal ça, ils connaissent mal les plantes, etc. Lorsque j'ai étudié les effets sur la végétation de la propulsion, on a la même chose. C'est-à-dire que c'est pas différent, si vous voulez, les effets sur la végétation des effets sur le système nerveux humain. Mais c'est l'occasion de montrer au public qu'une plante, finalement, eh bien, c'est quelque chose de très complexe qui aussi, pour fonctionner, et pour que les pompes transportent la sève depuis le sol jusqu'au bout des feuilles à des hauteurs considérables, eh bien, pour expliquer que ça fonctionne exactement comme nos nerfs, finalement. Nous sommes très proches des plantes par ces côtés-là. C'est également par la dépolarisation de membrane que l'eau circule à l'intérieur des tiges des plantes et vont jusqu'aux feuilles. Il y a une régulation là qui est impressionnante. Alors, Claude Poirier, vous expliquez également pourquoi le cœur ni le diaphragme ne sont affectés. Effectivement, ça c'est quelque chose d'étonnant parce que ce serait extrêmement dangereux si en éclairant le témoin on paralysait non seulement ses muscles volontaires mais aussi ceux qui sont involontaires, le cœur et la respiration. Alors, en analysant finement comment ça se passe, on s'aperçoit qu'en fait le cœur est pas du tout fait, bien que ce soit un muscle, hein,
n'est pas du tout fait comme nos autres muscles. Il a un certain nombre de caractéristiques très particulières. En particulier, sa pompe potassium n'est pas du tout faite comme les pompes potassium qui existent dans les muscles ordinaires ou dans les nerfs. Elle a des caractéristiques très différentes, ce qui fait qu'une irradiation de, mettons, 1 seconde ou 2, va peut-être modifier pendant un temps très court un battement cardiaque ou 2, mais c'est tout. Et ensuite, le cœur continue à battre. Si vous séparez un cœur du corps d'un animal ou d'un humain, il continue à battre. Et il a tout ce qu'il faut pour battre. Il faut bien entendu lui fournir de l'énergie à travers le liquide qui circule, mais il a sa propre horloge, si vous voulez, son propre fonctionnement. Le cerveau ne fait que l'accélérer ou le ralentir. Il est complètement autonome. Et par conséquent, le cœur n'est pas paralysé parce qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques de contraction. C'est-à-dire qu'un muscle normal, vous pouvez le mettre en contraction complète, le bloquer, alors que vous ne pouvez pas le faire avec le cœur. Les caractéristiques de dépolarisation du muscle cardiaque et de dépolarisation des muscles d'une jambe ou d'un bras ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Ce qui montre aussi une absence de malveillance de la part de nos visiteurs, puisque à 1 seconde ou 2 près, il pourrait non pas seulement paralyser la personne, mais l'anéantir. Effectivement, il n'y a pas de volonté de... D'ailleurs, Mas le dit lui-même dans ses commentaires, il dit qu'il n'avait pas eu l'impression qu'ils étaient agressifs, quoi. Ils se débarrassent du témoin en le paralysant, au moins il ne va pas nous... Je me demande à la limite si c'est pas une protection, parce que il faut se souvenir que le flux d'universons de la propulsion a l'air d'être suffisamment puissant pour mettre en panne une voiture. Par conséquent, si un témoin est survolé à courte distance par un ovni, lui, il risque d'être complètement, éventuellement, d'être tué. Alors on a l'impression que les occupants en question, ils cherchent à neutraliser le témoin, à le tenir à distance, à la fois pour qu'il soit peut-être pas agressif, mais aussi peut-être pour le protéger, tout simplement. Je pense que la propulsion pour des gens qui seraient dessous, tout près, est dangereuse. Hein, elle est franchement dangereuse, quoi. Oui. Mas, lui, s'est offert quelques jours de repos. Il était KO en pleine décharge. Oui. Alors, ça, c'est peut-être autre chose. C'est qu'il y a, lorsque vous tétanisez les muscles, c'est-à-dire lorsque vous le mettez en contraction permanente avec l'effort maximum, il va y avoir des produits qui vont être dégagés, hein, qui sont la consommation d'énergie en fait du muscle. Ces éléments, il faut les dégrader chimiquement. C'est l'acide lactique. Hein. Il faut aussi et surtout les remettre en état tous les composés chimiques qui sont nécessaires à la transmission normale, au rythme normal de l'influx nerveux. Vous savez, l'influx nerveux, ce sont des impulsions extrêmement courtes, hein, qui font de l'ordre de la milliseconde de durée, et puis qui sont répétées 10 ou 15 ou 50 fois par seconde au maximum pour une contraction plein gaz. Et si vous irradiez ces terminaisons nerveuses avec un flux d'universons qui dure 3 secondes, eh bien vous allez avoir une impulsion qui va durer 3 secondes au lieu d'une milliseconde. Ça veut dire que la dégradation des produits chimiques nécessaires à la transmission n'a rien de comparable en quantité, en volume avec ce qui est nécessaire. Alors on peut penser que le besoin de sommeil, etc., puisque tout ça, ça a l'air de se reconstituer davantage pendant le sommeil. Eh bien ça, c'est la régulation normale de l'individu qui agit, quoi, en fait. Bien, je voudrais me montrer rassurant envers le lecteur, soit de votre livre, Les Universons, publié au Rocher, soit de votre site. Il ne faut pas se laisser rebuter par des mots quelquefois savants qui dépasseraient notre niveau d'éducation, parce que Claude Poher nous en donne à chaque niveau de compréhension possible. Ainsi, par exemple, sur son site, il est proposé de commencer à tel endroit par telle rubrique si l'on n'a aucune connaissance, ou de s'épargner l'introduction et de commencer à tel autre si on est davantage préparé. De même, dans le livre, il y a évidemment des équations très complexes, mais il y a aussi à la fin de chaque chapitre un résumé clair pour s'adresser à tous les lecteurs. Je dis ça pour ceux qui auraient pu être rebutés par certaines explications assez pointues. C'est vrai qu'on est obligé, pour dire la vérité, d'employer le vocabulaire adapté.
Mais moi, je m'efforce toujours d'expliquer les choses le mieux que je peux, et avec un maximum d'images. C'est pas toujours facile de trouver de belles images qui expliquent bien les choses, mais en cherchant dans les livres des professionnels, en particulier en physiologie par exemple, on trouve des choses claires, avec à la fois des schémas, des dessins faits par des artistes, et puis des photographies, des micro-photographies qui montrent les vrais organes. Et ça, c'est la façon dont j'ai appris tout ça, si vous voulez, en regardant dans les ouvrages professionnels, parce que je n'étais pas du tout spécialisé. Et je pense que, contrairement à ce qu'on croit, n'importe qui peut parfaitement comprendre ça. Le vocabulaire, il n'est pas si difficile que ça à apprendre, du moment qu'on voit progressivement à quoi il s'applique. Il a l'avantage de permettre la communication entre les spécialistes, mais si vous n'avez pas tout à fait le vocabulaire au début, c'est pas grave. Vous pouvez quand même comprendre les idées qui sont derrière. Elles sont relativement simples. Radio Essai maintenant, 95.2, en compagnie de Claude Poher, fondateur du GEPAN. Depuis, il est chercheur indépendant, bien qu'il réclame des collaborations diverses. Vous pourrez lui proposer vos contributions sur l'adresse email que l'on donnera en fin d'émission. Elles sont, je pense, bienvenues dans différents domaines, et en particulier de physique quantique, ainsi qu'il l'a évoqué tout à l'heure. Nous allons poursuivre avec un chapitre nouveau sur votre site internet, Claude Poher, c'est la lévitation. Vous ne reculez devant rien, et la lévitation, pourquoi pas. Alors, c'est pour ma part le chapitre le plus documenté sur le sujet que j'ai trouvé jusqu'à présent. Vous faites un emprunt assez copieux à Aimé Michel, qui avait collecté des récits de lévitation à travers l'histoire, en particulier dus à des saints, des mystiques, et vous vous êtes intéressé à ce problème que vous estimez abondamment documenté à travers l'histoire, et vous échafaudez évidemment une théorie qui fait appel aux universons pour le déplacement des corps. Alors, pourquoi la lévitation ? On peut se poser la question, qu'est-ce que ça vient faire dans ce sujet ? Eh bien, ça vient faire que, premièrement, nous avons des témoins qui ont observé, par exemple à Cussac, qui ont observé des occupants qui flottent sans aucun appareil et qui rentrent dans leur engin en flottant en l'air. Donc, on a des témoignages de lévitation avec des occupants. Deuxièmement, on a des témoignages analogues dans la population mondiale qui sont extrêmement rares, beaucoup plus rares que les témoignages d'observation d'OVNI. Ça se compte en dizaines, alors que les témoignages d'observation d'OVNI se comptent en dizaines de milliers. Par contre, ce ne sont pas des témoignages exclusivement mystiques. On a à peu près autant de témoignages non mystiques que de témoignages mystiques. Simplement, les témoignages mystiques, il se trouve qu'ils sont mieux documentés parce qu'il y avait les gens capables d'écrire, si vous voulez, étaient dans le clergé. Donc on a des témoignages rédigés par les supérieurs hiérarchiques ou bien les témoins qui étaient sur place, des lettrés et qui savaient écrire. Ou bien les inquisiteurs eux-mêmes. Voilà, et l'Inquisition a aussi enquêté. Et ça, c'est très étonnant, si vous voulez. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais il se trouve que j'ai connu Aimé Michel, et que Aimé Michel, par son métier de journaliste, et lui, c'était un grand journaliste et un journaliste des sciences, il avait une vraie culture scientifique approfondie, s'est documenté, et il a été chercher ça aux sources directement, et il a été très surpris, et moi aussi en lisant ce qu'il me disait, il était très surpris de constater à quel point ces histoires étaient bien documentées dans certains cas. Alors là, on est très étonné parce qu'on peut toujours penser que dans le cas d'un OVNI, vous avez un flux propulsif à proximité et que le fait que les occupants baignent dans le flux en question leur permet d'être en apesanteur. À ce moment-là, une pichenette leur permet de voler. Mais dans le cas des mystiques en question, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que le mystique est en train de prier et puis il se lève, quoi. Il s'élève alors qu'il n'y a pas de machine du tout. Permettez-moi, Claude Poher, pour illustrer, de faire un rapprochement entre la jument évoquée en début d'émission et qui se trouve attirée par le passage d'un objet avant de retomber en se cassant une patte, et l'agneau lancé en l'air par le Père Joseph que vous citez. Alors
il n'a pas été vraiment lancé en l'air, du moins il a été emporté par lui dans sa montée. Il est monté à la hauteur du sommet d'un arbre, quoi, avec son agneau dans les bras. Il semble bien que les objets à proximité, mais il semble-t-il qu'il les touche, en tout cas, soient emportés en même temps que lui, quoi. Alors c'est très étonnant, parce que moi j'ai quand même voulu dire ce que j'en pensais, parce qu'il y a des gens qui ont soulevé la question plusieurs fois dans des conférences, parce que ça ressemble un peu à ce qui se passe lorsqu'on fait une propulsion. Il y a quand même une très grande différence, c'est que là on n'assiste jamais à des accélérations extraordinaires, etc. On assiste à un décollage, à quelqu'un qui flotte en l'air pendant quelques minutes et puis qui redescend doucement, ou quelquefois qui redescend en se cassant la figure, c'est arrivé. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a strictement aucune machine. Et c'est ça qui m'intéresse, ça veut dire que il ne semble pas qu'il faille déployer une énergie phénoménale pour que ce phénomène naturel, parce qu'il ne peut pas s'agir d'autre chose que d'un phénomène naturel, hein, les univers sont, c'est naturel, soit capable de permettre de vaincre l'accélération de la pesanteur. Ce qui est curieux dans toutes ces histoires de témoins de lévitation, c'est qu'il n'y a pas de volonté de léviter. Quelqu'un qui se trouve en état d'extase, on dirait qu'il est pratiquement en état d'hypnose, hein, il est en sommeil paradoxal, quelque chose comme ça, et puis il évite pour rien, quoi. Par exemple, le moine dont vous parlez en question, qui était complètement ignare, qui était incapable de faire quoi que ce soit d'intelligent, il évitait simplement parce qu'il observait quelque chose et qu'il tombait en admiration. Il tombait en admiration devant une fleur, devant un oiseau, hop, il décollait. Et quand il se mettait à prier, eh bien, avant de faire sa messe où il n'y avait personne, hein, parce qu'il était tellement maladroit qu'il disait sa messe tout seul à la chapelle. Et donc, il se mettait tout seul, comme ça, à léviter. Il y a eu des témoins fameux, des princes, des rois, etc., qui l'ont observé discrètement et qui se sont aperçus que c'était vrai, quoi. Et qui ont rapporté leur observation, parce qu'il a été canonisé, parce que l'Église pensait que c'était un miracle, quoi. Alors, moi, je ne veux pas prononcer de mots définitifs là-dessus, parce que je ne comprends pas comment ça marche, mais ce qui est très clair, c'est qu'on a des histoires analogues, aussi bien dans le domaine mystique, dans toutes les religions, hein, sans exception, et dans le domaine, je dirais, civil, quoi. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout des religieux et qui ont eu, dans un passé très très lointain aussi, c'est vrai, on retrouve des histoires de ce genre-là, qui ont eu cette propriété-là, très bizarre, et toujours dans un état de quasi-adoration ou de quasi-hypnose, si vous voulez. Alors, c'est important dans le sens où peut-être que là, on peut arriver à comprendre quelque chose. Pour l'instant, je ne comprends rien du tout. Ce que je constate, c'est que ces histoires se ressemblent, qu'elles ont les mêmes caractéristiques générales, et elles semblent indiquer qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça se produise. Alors, j'avais pensé, dans un pas tous dans la même direction. Malheureusement, ce phénomène ne marche pas. Par conséquent, ça n'est pas ça. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste qu'une solution électrique. C'est-à-dire qu'on peut penser que dans cet état d'extase, qui ressemble un peu à l'hypnose, on peut avoir une espèce de synchronisation des influx nerveux à très très basse fréquence. C'est ce qu'on observe en tout cas lorsqu'on met des électrodes sur un patient en état d'hypnose. On s'aperçoit qu'il y a des ondes lentes synchrones sur l'ensemble de ces neurones. Et on peut penser que d'une manière très exagérée, si vous voulez, le mystique dans cet état-là est capable de synchroniser de manière complètement involontaire tous ces influx nerveux. Ça pourrait être peut-être une orientation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque l'on fait une analyse de ce qui se passe dans les atomes avec les champs électriques, on s'aperçoit qu'il ne faut pas faire grand-chose sur les trajectoires des électrons, hein, donc les champs électriques agissent sur la trajectoire des électrons, il ne faut pas faire grand-chose pour qu'on obtienne des effets largement suffisants pour expliquer une propulsion. Hein. Et qu'est-ce qui pourrait, chez
un individu en état d'extase, qu'est-ce qui pourrait agir sur ses propres atomes et réémettre les universaux d'une manière non isotrope? Je ne vois guère que ça. Mais pour l'instant, je comprends strictement rien. C'est néanmoins quelque chose que j'ai voulu mettre sur mon site pour montrer que l'on peut aborder des sujets scabreux de ce genre-là d'une manière scientifique. Il n'y a pas de raison. Mhm. Un bel exemple pour les esprits bornés qui s'empressent de conclure que ça ne peut exister puisque c'est impossible. L'un d'entre eux disait, et vous le citez je crois, c'est en infraction avec les lois de la nature. Et vous lui répondez, mais quelles lois? Ah oui, les lois de la nature, c'est écrit nulle part, sauf dans les bouquins de physique écrits par les hommes. Donc il n'y a pas de loi écrite dans la nature. On découvre des petits morceaux, des petits pans de ce qu'est la nature, et puis petit à petit on s'aperçoit qu'on n'en sait qu'un bout, qu'on perfectionne. Si vous prenez par exemple les lois de Newton sur la gravitation, elles sont exactes, mais elles ne sont pas tout à fait suffisantes. C'est-à-dire qu'il faut y ajouter un petit quelque chose qui a été trouvé dans le cadre de la théorie des universaux, et puis dans peut-être 50 ans, quelqu'un d'autre dira la théorie des universaux plus Newton, c'est pas suffisant, il faut y ajouter une troisième chose, etc. C'est comme ça que l'homme progresse, petit à petit. Et dire a priori comme ça que les ovnis ou la lévitation ou n'importe quoi est contraire aux lois de la nature, c'est vraiment dire que l'on est capable de comprendre toutes les lois de la nature. C'est bravo, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ignore que de choses que l'on connaît. Ici et maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, en compagnie aujourd'hui de Claude Poher. Maintenant, on va se tourner vers Alex qui, comme tout le monde, s'intéresse beaucoup aux récits. Et il y a un certain nombre de récits de manifestations OVNI sur votre site. Et je lui ai proposé de vous amener à en choisir quelques-uns pour les disséquer ensemble, sachant que les auditeurs, évidemment, s'y intéressent également beaucoup. Oui, Claude Poher, bonjour. Il y a des cas fameux en France, notamment Valençol, La Marande, Cussac, on en a parlé précédemment, mais il y a sur votre site 2 cas qui ont vraiment particulièrement attiré mon attention et qui reviennent à ce que nous avons dit au début de cette émission. Vous parliez de la rigueur nécessaire à un enquêteur, et j'ai trouvé cet exemple dans le cas de Wells. Le cas de Wells, où si vous n'aviez pas pris un rendez-vous et si vous n'aviez pas cherché à contacter le QFOS, vous n'auriez pas pu savoir quel était le véritable témoignage des personnes qui se trouvaient dans ce pick-up. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce cas et votre démarche? Eh bien, bonsoir Alex, oui. C'est un cas difficile à enquêter, le cas de Wells, parce que premièrement, il est très ancien, et puis deuxièmement, ça se passe aux États-Unis. Et alors, on ne peut pas aller comme ça enquêter aux États-Unis, c'est évident, quoi. Alors néanmoins, on s'aperçoit que finalement la coopération est excellente entre les gens qui s'intéressent de manière scientifique au phénomène OVNI, puisque l'astronome Marinek, qui avait à l'époque un gros dossier sur les témoignages venant de l'Air Force, avait créé un organisme privé qui s'appelle le QFOS, qui est un groupement de scientifiques amateurs, mais certains parmi eux sont des physiciens confirmés, des astronomes, etc. Et ce QFOS édite une revue dans laquelle ils avaient publié l'information de Wells. Ils en avaient publié une partie sur Internet, c'est comme ça que je l'ai connue, si vous voulez, cette observation. Alors, elle m'a intéressé tout de suite, cette observation, parce qu'il y avait un changement de configuration. Vous aviez un OVNI qui était observé par un chauffeur de poids lourd et son collègue, apparemment, enfin, c'est comme ça que je voyais à l'époque, et cet OVNI était observé à très grande distance et puis s'approchait et il s'arrêtait en basculant et on voyait, enfin les témoins voyaient sous la face inférieure 3 plaques, si vous voulez, lumineuses qui, d'un seul coup, lorsque l'engin basculait un peu plus, augmentait de luminosité et puis d'un seul coup tout le dessous s'allumait comme s'il y avait des panneaux lumineux en grand nombre sous le dessous de l'engin. Alors ça m'a intéressé parce que je me suis dit, là on a une augmentation considérable de luminosité en même temps que l'engin change de trajectoire, qui change d'accélération, et donc il faut essayer de voir d'un peu plus près ce qui se passe. Alors j'ai tout simplement envoyé un email au patron du QFOS, qui me connaissait. Moi je ne savais pas qui c'était puisque je ne l'avais pas connu à ce moment-là.
et qui m'a adressé à, par contre, une personne du QFOS, qui est un physicien que j'avais rencontré quelques années auparavant, enfin quand même 25 ans auparavant, aux USA, au cours d'un congrès OVNI aux USA. Et je lui ai dit, l'observation de Hubble, c'est vraiment très intéressante, je voudrais vraiment essayer d'en savoir plus. Et ils m'ont dit, c'est extrêmement facile, puisque l'enquêteur est toujours vivant, il est à tel endroit, on va prendre contact avec lui, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ils ont fait le nécessaire, et puis j'ai reçu un courrier électronique de cet enquêteur, quelque temps après, qui m'a dit, eh bien, vous avez de la chance, parce que j'ai retrouvé la bande magnétique qui était l'interrogatoire du témoin que j'ai fait quelques années après son observation, au cours d'une exposition du QFOS, d'ailleurs, qui était dans le Tennessee. Et il dit, j'ai vraiment la cassette, et je vais vous envoyer. Et puis je vais même, pendant que vous allez recevoir cette cassette, je vais reprendre contact avec le témoin, voir s'il existe encore, à quel endroit il est, et essayer de vous mettre en contact avec lui. Eh ben, on a fait comme ça. J'ai fini par être en contact par email directement avec ce témoin. Je lui ai posé des questions, il m'a répondu. Et donc j'ai pu reconstituer complètement son observation, beaucoup plus dans le détail. Oui, là vous vous êtes rendu compte qu'il fallait, enfin vous le saviez déjà évidemment, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interprétations et qu'il fallait vraiment avoir le témoin directement pour bien comprendre ce qui s'était passé. On peut pas se contenter des intermédiaires. Voilà, il y a un exemple moi qui m'a marqué dans ce témoignage, c'est celui de cette lumière, de ce plafonnier qui s'allume à l'apparition de l'engin. Et là, le témoin vous dit, lors de vos conversations, de vos échanges, c'est tout simplement parce que le passager a ouvert la porte à ce moment-là. Voilà. Et là, ça change tout. C'était pas évident dans le témoignage parce qu'il s'était mal compris, quoi. C'est pour ça que lorsque on veut faire une enquête sur un cas, il faut directement questionner les témoins. Et le mieux, c'est de les questionner sur les lieux, parce que c'est là qu'il va vous venir à l'esprit les bonnes questions. Et alors, il y a une autre chose que j'ai faite avec ce témoin qui n'avait jamais été faite, c'est de reconstituer la scène. Je lui ai demandé tout simplement par email tout ça, puisque à cause du décalage horaire, le téléphone n'était pas commode. Et par email, je lui ai dit, vous allez vous asseoir dans votre fauteuil, vous allez fermer les yeux, vous allez revivre la scène. Je lui ai dit, si vous pouvez vous mettre dans votre voiture sur les lieux, c'est mieux. Mais enfin, il me dit, le pick-up, il est vendu depuis longtemps. Et c'était pas un camion, c'était un pick-up. Et ils avaient 15 et 17 ans. Vous voyez, on change complètement l'histoire quand on questionne le témoin. Il était surpris lui-même d'ailleurs de retrouver aussi facilement la mémoire sur ces quelques secondes. Absolument. Oui. La reconstitution, les yeux fermés, avec un chronomètre en main qu'on ne regarde pas, et on se chronomètre en disant top, top, on se reconstitue et relativement fidèle. Même 2 années après. Ça, c'est spectaculaire. Mais on ne le découvre que quand on fait des enquêtes comme ça en essayant de reconstituer. Et là, en reconstituant, on s'aperçoit que ça change l'histoire et qu'elle n'est pas moins intéressante. Elle est différente. Et on en tire des enseignements qui sont plus précis que lorsqu'on écoute le témoignage d'origine, si vous voulez. Alors, le tort qu'ont certains enquêteurs, c'est de s'en tenir à la description de l'historiette, quoi, de l'anecdote. C'est pas ça qui est utile pour faire de la physique et comprendre des phénomènes. Il faut avoir des chiffres, il faut avoir des mètres, des secondes, etc., des couleurs, de façon à s'en sortir. Parce que sinon, vous ne pouvez rien faire de l'histoire. C'est une belle anecdote qui est drôle quand on la raconte au coin du feu, mais qui ne sert à rien aux physiciens. Oui, ce qui est très intéressant dans les témoignages que vous recueillez, c'est que les éléments les plus anodins permettent à un physicien de bien comprendre ce qu'il s'est passé, alors que si on devait raconter cette histoire autour d'un feu de camp, on passerait peut-être quelques détails. Absolument, c'est dans les petits détails qu'est gît l'importance sur le plan de la physique. Alors il y a un autre cas, Claude Poher, qui m'a beaucoup intéressé, de par déjà le travail que vous avez fait dessus. Bon, vous y tenez particulièrement, car c'est le premier cas que vous avez étudié, c'est le cas de Grenoble. Et pour Grenoble... C'est pas le premier que j'ai étudié, c'est celui que j'ai demandé aux membres du conseil, enfin c'est pas des conseils scientifiques, c'est des personnes extérieures au CNES, il y avait un magistrat de haut niveau et une psychosociologue à qui j'ai demandé de participer. Voilà, c'est ainsi que je l'entendais. Oui. Je l'ai choisi ce cas pour, je le connaissais depuis un petit moment, mais je l'ai choisi pour 2 raisons. Premièrement, parce que le témoin principal
est un directeur de laboratoire scientifique du commissariat à l'énergie atomique. C'est pas n'importe qui, si vous voulez. Et puis deuxièmement, c'est parce qu'on a d'autres témoins indépendants. Ils se connaissent pas les uns les autres. Par conséquent, on a une possibilité de vérification externe du témoignage. Et d'autre part, on a des enquêteurs qui sont des personnages qui ont une grosse expérience. La personne qui s'occupait de psychosociologie avait une énorme expérience dans les sondages, par exemple, la façon d'interroger les gens, l'interprétation de ce qu'ils racontent, etc. Le magistrat avait 40 ans d'expérience d'interrogation de témoins de toutes sortes dans toutes les affaires judiciaires qu'on peut imaginer, parce qu'il a dirigé plusieurs tribunaux, etc. Donc, ces conditions exceptionnelles permettaient d'avoir une enquête exceptionnelle, si vous voulez. Et si je peux me permettre, avant de vous laisser continuer, cela prouve aussi l'importance de la presse lorsqu'elle ne renie pas les faits. Là, un journal, c'était Le Progrès, si je ne me trompe pas, a décidé de mettre un petit article disant que telle personne avait vu telle chose à tel moment, ce qui a permis à des langues de se délier. Absolument, parce que on n'aurait pas connu l'existence de ce témoignage-là si la presse n'avait pas bougé un peu. À ce moment-là, les gendarmes sont allés voir, etc. Donc, on a pu avoir un témoignage complémentaire. Tout est important là-dedans, si vous voulez. Mais l'enquête principale, celle que l'on fait, elle doit se faire sur les lieux, en présence des témoins et avec beaucoup de temps. Une enquête simple avec 2-3 témoins et puis un atterrissage, par exemple, ça prend des jours et des jours à une équipe de 4 ou 5 personnes. C'est pas une petite chose. C'est quelque chose qui demande à être beaucoup pensé, etc., pour extraire des témoins des informations qu'ils ne savent pas vous dire. Par exemple, les témoins, les évaluations de distance, de durée, tout ça, il ne faut pas compter dessus, quoi. Vraiment pas. Par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est trouver une méthode d'interrogation qui permettent d'accéder aux informations nécessaires. Et la justice a compris ça depuis longtemps, puisqu'ils font, dans les cas graves, ils font des reconstitutions sur place, quoi. Et quelle chance vous avez eu d'avoir avec vous un haut magistrat et une psychosociologue qui ont accepté, malgré peut-être leur réticence... Ah non, mais c'est pas une chance, hein, vous savez. De travailler sur le sujet depuis déjà des années, ceux-là. Par rapport au cas de Cussac, où vous vous retrouvez en face de personnes qui, elles, dégradent le sujet et qui pourtant ne veulent pas débattre avec vous. Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire que l'enquête de Cussac, elle a quand même été faite avec des ingénieurs qui connaissaient parfaitement leur affaire. Alors, on était 5, vous savez, c'est quand même pas 0. Hein. Alors moi j'avais un double impératif à ce moment-là. Faut pas oublier que je créais un service nouveau qui s'appelait le GEPAN avec des amateurs, des ingénieurs volontaires, qui avaient une très bonne formation scientifique. Hein. La plupart des ingénieurs du CNES ont une double formation, comme je vous l'ai dit, et par conséquent, il fallait les former. Il fallait leur apprendre ce que c'était qu'une enquête. À tel point que les enquêtes qui ont été faites par la suite, on a réutilisé ce que je leur avais appris, hein, ça c'est très clair. Malheureusement, dans certains cas, ils ont oublié le chronomètre, ou ils ont oublié le théodolite, enfin, etc. Vous voyez, c'est un peu dommage, quoi. Ils n'ont peut-être pas tout à fait compris l'importance de tel ou tel détail, quoi. Néanmoins, les grandes méthodes ont continué à être utilisées. Et on les a perfectionnées parce que justement, d'emblée, on a mis des personnages qui avaient de l'expérience, quoi. Avant de rendre la parole à Didier Deplay, je souhaiterais rappeler aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant que ces 2 cas que nous avons vraiment survolés, on peut les trouver sur votre site internet universon.com. Beaucoup d'informations glanées du temps du GEPAN 77-78, Claude Poher, sortent maintenant sur votre site librement, alors qu'on a pu regretter dans l'intervalle que le GEPAN nous ait pas offert une publication grand public. Alors, je voudrais faire un bémol à ça, c'est que ce que je publie n'est pas du tout les rapports, les travaux du GEPAN. C'est clair. Ce sont mes notes personnelles. Il y en a souvent plus que dans les rapports du GEPAN, bien entendu. D'autre part, je ne cite pas les noms des personnes, je ne dis pas quelle spécialité, etc., sauf dans le cas où c'est indispensable pour le récit lui-même, comme le magistrat, par exemple. Ça me paraît indispensable, mais le magistrat, son nom, il n'y a aucune raison de l'indiquer. D'autant plus que cette personne est décédée maintenant, donc il n'y a pas lieu de le dire pour sa famille. Mais je veux dire que on est toujours dans le cadre dans lequel on ne publie pas.
y a une histoire à raconter à ce propos-là, parce qu'un amateur éclairé en ce qui concerne les ovnis a créé un site internet sur lequel il a mis l'observation de Cusack telle qu'elle a été rapportée au conseil scientifique. Il a mis ça récemment sur son site, parce qu'il a insisté beaucoup, il a obtenu, je ne sais pas par quel canal, mais enfin, ça ne paraît pas être très difficile, il a obtenu copie de ce rapport, qui était une des annexes d'un des tomes, etc. Et puis, c'était un résumé en plus, c'était vraiment destiné à parler de cette observation en un quart d'heure au conseil scientifique, donc c'est très, très résumé. Eh bien, il a réussi à le mettre sur son site et il a demandé, il a exigé, si vous voulez, du service de la communication externe du CNES de pouvoir le faire. Alors, ils se sont dit, on va le laisser faire. Et alors, ils n'ont même pas demandé à ce que le nom des personnes soit effacé. Alors, on avait sur ce site des photographies des témoins, des photographies de certains enquêteurs, etc., de gens pour lesquels je m'étais engagé personnellement à leur demande de ne pas diffuser leur nom. C'est qui est quand même un peu gros. On a eu énormément de mal à l'époque, lorsqu'on avait fait l'enquête sur Cusack, énormément de mal à faire participer le témoin garçon. Tout simplement parce que depuis, il a une profession telle qu'il est en contact avec le public, etc. Il ne voulait pas que les gens le voient d'un mauvais œil à cause du fait qu'il avait par hasard vu un ovni. J'avais utilisé tout le savoir-faire du magistrat pour obtenir qu'il participe à l'enquête pendant 2 jours, etc. Et il avait finalement participé à la condition que son nom n'apparaisse pas dans les journaux, etc. Et je retrouve la photo du monsieur de face, son nom, etc., sur un site internet avec la bénédiction du CNES. Donc j'ai hurlé. Le CNES n'a rien fait. Alors j'ai simplement demandé à l'amateur en question qu'il veuille bien aimablement effacer les noms, etc. Et il a dit, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est important. Il a compris, lui, que le respect de la personne humaine, le respect de l'anonymat, etc., est crucial. Parce que si on veut que les témoins acceptent de parler à des scientifiques, etc., il faut leur garantir ce que eux ils demandent. Qui demandent l'anonymat, ils demandent l'anonymat. On n'a aucune raison de livrer en pâture au public leur adresse, leur numéro de téléphone, leur nom, etc. C'est parfaitement illégal d'ailleurs. Le droit à l'image, etc., c'est dans la loi. Et alors là, on a un cas dans lequel le CNES interdit de publier pendant 25 ans les trucs du GEPAN, et puis d'un seul coup, un site internet publie un petit morceau, et là, on ne fait pas attention du tout à effacer les noms des témoins, des gendarmes, de ci, de là. Et il faut que ce soit moi qui téléphone à ce brave ufologue qui comprend tout de suite et qui efface immédiatement. Je trouve que vraiment ça, c'est clair, quoi. On approche de la conclusion. Claude Poher, je voudrais savoir pourquoi, selon vous, en France tout particulièrement, il est si difficile de faire partager l'évidence selon laquelle nous ne sommes pas seuls, l'évidence d'être visité, alors que c'est plus facile, semble-t-il, en Amérique. Est-ce que les gens ont peur? Est-ce que les gens ont peur de savoir? Est-ce qu'ils préfèrent ne pas savoir? Je suis pas sûr que le public partage pas ces idées. Par contre, chez les scientifiques, il y a une espèce de nombrilisme, ça c'est clair. Alors c'est très curieux parce que quand on questionne des astronomes, des spécialistes de ces questions relatives à l'univers, ils disent tout de suite, c'est évident qu'il y a d'autres civilisations, quoi. Pour eux, c'est une évidence, bien qu'on n'ait pas de preuves. C'est une évidence. On en est à avoir trouvé 150 planètes extrasolaires. Par conséquent, il paraît évident qu'il y ait des planètes autres, par conséquent qu'il y ait d'autres civilisations, et on est en plein paradoxe. Les scientifiques ont toutes les raisons scientifiques de penser que ça existe, mais ils ne peuvent pas admettre le petit iota qui fait que les autres sont plus forts que nous et ils sont capables de venir nous visiter. Enfin, certains d'entre eux, si vous voulez. Alors, on en est resté au paradoxe de Fermi qui a été émis dans les années 50. C'est-à-dire à un moment où la science n'était pas du tout au niveau où elle est maintenant. C'est le paradoxe, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Je ne suis pas certain, quoi. Oui, le paradoxe de Fermi qu'on peut résumer en disant s'ils existent, pourquoi ne se montrent-ils pas? Voilà, quoi.
En fait, c'est élémentaire. C'est parce que il y a la relativité. La relativité, c'est un phénomène qui est connu depuis un siècle. On fête les 100 ans de la relativité en 2005. Eh bien, cette relativité fait que quand vous faites le voyage, même à la vitesse de la lumière, et que vous, à bord de votre engin, il vous faut que 3 semaines pour faire le voyage, pour ceux qui restent à chaque bout, c'est-à-dire à la planète de départ, à la planète d'arrivée, eh bien, le temps qui s'écoule est extrêmement long. C'est exactement comme si vous divisiez la distance en années-lumière par la vitesse de la lumière, c'est-à-dire pour une planète qui est à 100 années-lumière, eh bien, il s'écoule 100 ans. Et si vous faites l'aller-retour, il s'écoule 200 ans. Ça veut dire que pour les civilisations qui voyagent comme ça, il y a un énorme problème. Cet énorme problème, c'est un problème d'isolement social. Vous partez avec un ovni pour aller faire un tour sur une planète lointaine, mais quand vous revenez chez vous, vous avez perdu votre civilisation, vos repères, votre famille, etc. Par conséquent, il y a quelque chose qui empêche, manifestement, dans la physique, si vous voulez, qui empêche de pouvoir le faire aisément. C'est aisé sur le plan de l'énergie, c'est aisé sur le plan du temps que vous passez à bord pour faire le voyage, mais c'est extrêmement malaisé en ce qui concerne votre environnement. Et ça veut dire que les gens qui viennent nous voir par hasard ici, eh bien, vous avez extrêmement peu de chances de revoir les mêmes, parce que quand ils seront rentrés chez eux et qu'ils reviendront, même s'il ne reste qu'une semaine chez eux, eh bien, il se sera écoulé un grand nombre de générations chez nous. Et c'est ça qui empêche que le paradoxe de Fermi soit valide. Ça veut dire qu'il y a un frein social, si vous voulez, psychosocial, au voyage. Et ce frein est suffisamment puissant pour empêcher un déplacement en masse des gens. On voit des gens qui acceptent de faire ce sacrifice, si vous voulez. Ce sont des espèces d'errants, on pourrait pas les appeler, je sais pas, les Romanichels de l'espace, c'est une psychologie autre que la nôtre. D'ailleurs, si vous regardez le texte que j'ai mis sur les rencontres du 4e type, dans lequel il y a toute une partie évolution de la société, évolution à long terme de l'humanité, eh bien, on s'aperçoit qu'on va probablement aller dans cette direction-là, c'est-à-dire dans un détachement de plus en plus grand des individus les uns par rapport aux autres. On y assiste déjà un peu maintenant. Il n'y a pas que les matchs de foot, il y a aussi des gens qui restent coincés devant leur écran d'ordinateur à longueur de temps, ou devant leur télévision, ce qui revient au même. Et ça permet à des gens qui sont isolés d'accepter de se séparer de leur planète, de leur patrie, de ci, de là. Mais néanmoins, ça n'est pas à la totalité de la population. Oui, mais Claude Poher, vous savez comme moi que bon nombre de navigateurs qui accompagnaient Colomb n'avaient aucune raison de revenir en Europe. Sinon, les États-Unis ne se seraient jamais peuplés. Il faut bien des aventuriers. Absolument, absolument. Mais ils sont peu nombreux. Je veux dire qu'ils ont été peuplés par une petite quantité d'individus. Alors, si on regarde le nombre de visites que nous avons, c'est un grand nombre, et qui existe probablement depuis toujours, depuis que l'humanité existe. Simplement, on n'a pas fait des recensements, à l'époque. Mais c'est quand même un nombre qui est infiniment plus petit que la population mondiale. Ça veut dire que la proportion d'individus de chaque civilisation qui acceptent les inconvénients de ce voyage spatial est vraiment une toute petite proportion. Heureusement pour nous, parce qu'on serait saturé, ça serait la queue dans les supermarchés. Bien, Claude Poher, qu'est-ce qui peut rester à découvrir? Vous en avez fait un chapitre de votre site internet, universon.com, et dans la foulée, pouvez-vous nous dire ce genre de collaboration que vous recherchez, d'auditeurs qui se tourneraient vers vous en vous envoyant un email, par exemple, un courrier? Alors, par exemple, je n'ai pas besoin de recevoir des courriers de questions d'ufologues, que ce soit des questions générales, parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour rien. Par contre, moi, ce que je cherche, c'est des gens qui sont capables de faire des études eux-mêmes. Alors, il y a une urgence qui est
des physiciens qui ont une formation dans le domaine de la physique quantique. Même si ce sont de jeunes physiciens qui sont en cours d'études, ça n'a pas d'importance parce que la formation à ces sujets de recherche est longue et difficile. Par conséquent, il faut s'y prendre tôt. Il faut des gens qui aient l'idée de rechercher quelque chose. Il y a aussi, moi j'ai la collaboration de quelques personnes qui ont fait un apport personnel sur un petit logiciel qui permet de présenter des statistiques, vous voyez, des petites choses qui permettent d'améliorer la présentation pour les gens. Mais enfin ça nécessite quand même une compétence particulière dans le domaine de l'Internet. Hein. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est plutôt des gens qui fassent de la recherche, vous voyez. Alors j'ai quelques amis qui travaillent déjà sur certains sujets, mais il me manque un certain nombre de spécialités qui, en particulier dans le domaine de la physique quantique, de la physique des atomes, seraient cruciaux en ce moment. Très bien. Et alors, quel est le moyen de vous joindre? Alors, c'est sur le site internet. Vous avez sur ce site, pour nous écrire, il y a plusieurs adresses selon le sujet traité. Ça se termine toujours par universon.com. Ça veut dire que si vous faites claude.poer à universon.com, à ce moment-là, vous avez un mail qui m'arrive directement. Mais si vous faites science à universon.com, ça va être trié en fonction du domaine et envoyé à celui qui s'en occupe, quoi. Très bien. Alors, un rappel de votre ouvrage, il est toujours disponible aux éditions du Rocher? On le trouve en particulier sur Internet. Universon. C'est gravitation, les universons, énergie du futur. C'est ça. Si vous faites Universon sur Google, vous allez trouver je ne sais combien de sites qui vendent ce genre d'ouvrage. Et vous allez trouver évidemment les coordonnées du site universon.com également. Très bien. Je vous remercie, Claude Poher. Et c'est notre troisième rencontre. Non rapprochée celle-ci, puisque par téléphone. Mais votre prochain passage à Paris, je vous prie de nous rejoindre dans le studio. Bien volontiers. Et j'espère que dans quelques mois, j'aurai encore des choses nouvelles à vous apporter. Sûrement. Et je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à tous.